Voilà, on peut commencer. En attendant David Lazarus, écoutez, on vous remercie en tous les cas énormément d'être venu nous voir et de nous accompagner pendant ces 3 jours. C'est la 2e édition du Sport Call, vous le voyez. C'est écrit dessus, Forum national des collectivités territoriales, du mouvement sportif et des acteurs économiques du sport et des loisirs. Ça englobe effectivement beaucoup de notions. Effectivement, nous, notre souhait, notre but, accompagner les collectivités, vous le savez, dans la définition, l'application et le développement des politiques, de vos politiques sportives. Alors ça réunit énormément d'acteurs, on aura l'occasion d'en parler au cours de des nombreuses tables rondes. Voici le premier plateau qu'on vous présente, c'est un plateau de choc, un plateau de choix pour ce partage d'expérience ou pour les présentations qu'ils ont à faire de leurs associations et de leur action au niveau de leur politique sportive. Avant de passer la parole à Philippe Sorel, qui est bien sûr le maire de Montpellier, le président de Montpellier Méditerranée Métropole, que l'on salue, qui était déjà là l'an dernier évidemment, qui nous accueille encore cette année. Je voudrais passer la parole à Samir Boudjema, qui est le directeur général de TV Sport Events, qui est évidemment l'organisateur de cet événement. En 2 petites minutes avec Samir avant d'attaquer dans le dur. Samir. Merci Stéphane. Bonjour à tous, je vais essayer de ne pas être trop long. Simplement, vous souhaitez la bienvenue, déjà, au nom de TV Sport Events, donc comme disait Stéphane, qui est l'organisateur de cet événement. Notre pari l'année dernière, c'était de créer un événement qui réunisse tous les acteurs des politiques sportives territoriales. Nous, dans notre activité, on est en relation en permanence avec ces collectivités et on a senti le besoin de créer un événement qui réunisse vraiment tous les acteurs, que ce soit les élus, les agents territoriaux, que ce soit les fédérations, vous verrez que les fédérations seront représentées, ou que ce soit les acteurs de la filière sport. Donc ce pari, je pense que c'est une réussite à vous voir cette année, vous êtes encore plus nombreux que l'année dernière, et à voir également le plateau des intervenants, vous verrez, pendant 3 jours, qui vont vous proposer, en tout cas, de différentes conférences et ateliers. Notre objectif pendant ces 3 jours, c'est d'essayer de vous apporter des solutions face aux problématiques auxquelles vous êtes confrontés au quotidien dans la définition, la mise en place et la mesure de vos politiques sportives. Donc ce sont des solutions qui sont liées à divers sujets, vous verrez. On a réuni vraiment un pool d'experts de haut niveau qui vous apporteront des solutions aussi bien dans le domaine du financement, le financement des politiques sportives, des territoires, voilà, c'est un sujet important, des sujets liés au développement des pratiques, donc c'est aussi des problématiques auxquelles vous êtes confrontés, des sujets attraits aux équipements également. On aura tout un cycle de conférences et d'ateliers autour des équipements. Voilà, donc j'espère que vous allez passer 3 jours enrichissants et je souhaiterais conclure vraiment en remerciant, alors simplement vous dire que vous venez de toute la France, certains viennent même des Antilles, d'autres... Polynésie, on va parler de la Polynésie. Exactement, on a une délégation... Levez le doigt les Polynésiens, ils sont où les Polynésiens? Ils sont là? On a une Non? Ils sont à la plage. Ils sont peut-être coincés, ils sont arrivés à Charles de Gaulle. Vous savez que ça peut me faire les 3 jours. Les Polynésiens, on ne va pas les lâcher. Alors on a une délégation. On veut les voir. On a aussi des représentants de la Guyane qui sont là. Donc vraiment, voilà, pour nous, c'est une satisfaction. C'est la preuve que cet événement a de la pertinence, il a une utilité. Et on espère qu'au bout des 3 jours, vous nous direz merci pour ce type d'initiative. Voilà. Merci beaucoup Samir, merci de nous souhaiter la bienvenue ici à Montpellier. Les décideurs de politique sportive, on aura l'occasion d'en venir bien sûr avec les directeurs des sports, avec les élus en charge du sport, les experts en politique sportive. On aura des sportifs qui viendront nous rejoindre, et également des sportifs de haut niveau dans le rugby, des filles. Floria Gay qui je pense va nous apporter elle son témoignage en tant qu'athlète de haut niveau, les acteurs économiques également, donc on vous l'a dit avec tous les stands qui sont représentés, bref un grand lieu de partage et d'échange. Je tiens également à souligner et à le remercier pour sa visite et pour sa collaboration Frédéric Bousquet, que vous connaissez pour son palmarès de nageur, qui est conseiller municipal à la ville de Marseille. Frédéric qui est là pour assister à tous nos échanges et nos débats. Philippe Sorel,
Philippe Sorel, premier intervenant de cette deuxième édition du Sport Call. Philippe, vous avez le choix entre vous mettre debout, assis, sans notes, avec notes. Apparemment, ça se fera à l'impro. Juste Philippe, on a eu un problème avec vous l'année dernière de timing. Il faut vous le dire. Donc là, je branche le chronomètre. Vous avez 10 minutes, montre en main. Pourquoi j'avais eu combien Et je tiens à vous dire, ah non, il avait débordé, mais comme c'était notre première, on a été indulgents. Mais là, on a décidé de muscler le discours avec vous, Philippe. Donc chaque minute supplémentaire, il va falloir faire un geste. L'an dernier, j'avais partagé le temps de parole avec la région qui finançait le colloque. Et cette année, comme ils ne financent plus, j'ai le droit au double. Attention. Très belle entrée en matière. Comment optimiser le déploiement des politiques fédérales localement? Voilà, c'est ce qui va un petit peu nous guider pendant ces 3 jours d'échange et de réflexion. Philippe Sorel a déjà le sourire, il a tout en tête. Est-ce qu'on peut brancher le chrono, Philippe Sorel, maintenant? C'est parti. Alors, quelle est votre première intention sur ce Sport Call? D'abord, je voudrais saluer tous les intervenants qui sont à la tribune, en particulier Monsieur le directeur de cabinet de Madame Laura Flessel, ministre des Sports, que je remercie beaucoup pour sa présence à Montpellier. Saluer les élus qui sont présents, Monsieur le président de l'Andes, mon collègue et ami, le docteur Christian Bédésis, saluer Madame la députée de la première circonscription, Patricia Milarales, Monsieur le vice-président de la métropole. J'ai le temps, il n'y a pas la région, j'ai le temps. Vous en êtes déjà à 45 secondes. Messonnier, maire de Bayargues, Monsieur Patrick Rivas, adjoint au sport, saluer Samir Boudjema, Jean-Louis Dutaré, qui est le patron de Télésport Events et qui, avec son aide bienveillante, nous avons pu conserver le tournoi de l'Open Sud de France à Montpellier. Vous saluez tous et toutes, élus du sport qui venaient de tous les pays de France, tous les départements. Et nous sommes très heureux de vous recevoir ici à Montpellier. Très heureux parce que Montpellier est une grande ville de sport. Montpellier, quelquefois, est assez maltraité dans les médias nationaux. Mais bon, c'est pas grave, ça va venir. Vous pouvez compter sur moi. Je lâche rien, pas un seul détail. Et je dors pas. Parce que c'est pas pour nous, les élus, que nous faisons cela. C'est pour les citoyens que nous représentons, c'est pour les villes que nous représentons, qui ont besoin d'avoir une clarté, une reconnaissance internationale. Et le sport fait partie de ces grands marqueurs que possèdent les villes. Montpellier possède, avec sa métropole, 22 équipes en première division, dans différentes disciplines. Le MHSC, que vous connaissez, le MRC, le MHR, pardon, le rugby, mais aussi le handball, le volley, la grande équipe de natation que nous sommes en train de concevoir autour de Philippe Lucas. Et puis, dans le sport féminin, nous avons des équipes formidables comme le BLMA en termes de basket, mais aussi sur le handball, sur le foot, sur le rugby, qui a été champion de France à plusieurs reprises. Et je participerai tout à l'heure à la table ronde sur l'égalité hommes-femmes. Et je déplore qu'elle ne soit pas représentée à cette tribune. Parce que... Bravo, monsieur Sorel. Vous êtes quand même... Vous êtes pas mauvais quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup d'applaudissements. Hein. C'est un métier. Hein. J'ai signé le contrat Jamais sans elle. Et dans l'engagement Jamais sans elle, théoriquement, il m'est interdit de participer à une tribune où il n'y a pas au moins une seule femme. Donc je devrais théoriquement quitter la tribune ou demander à Madame la députée de nous rejoindre. Mais pourquoi pas? En plus, on a un intervenant qui n'est pas là. Alors, et là, je rends service à tous mes collègues élus parce que je suis sûr qu'ils pensent comme moi. Regardez, c'est fait pour vous. Tenez, regardez. Voilà, donc je suis très heureux de vous recevoir parce que grande terre de sport et puis nous avons ici toutes les capacités pour encore augmenter notre puissance en termes sportifs. Je parle de Montpellier, mais je parle aussi des autres villes qui bordent Montpellier. Lorsque la mission Racine, il y a une cinquantaine d'années, a voulu réorganiser le littoral méditerranéen,
Elle a créé, par l'intermédiaire des préfets qui à l'époque avaient un pouvoir extraordinairement important, beaucoup plus important qu'aujourd'hui, des bases nautiques, des stations balnéaires, des clubs de tennis internationaux, des clubs de golf internationaux, ce que des villes comme celle que dirige mon ami Stéphane Rossignol, maire de la Grande Motte, a pu bénéficier de cela, comme le Cap d'Agde, comme le Gros-du-Roi et d'autres, Gruissant dans l'Aude. Et aujourd'hui, notre climat ici nous permet d'envisager des installations sportives de très haut niveau. Et nous sommes qu'au début de cette ère-là. La Costa Brava, en Espagne, a déjà réalisé cette mutation. Arantxa Sanchez, à Barcelone, sur les cours en terre battue, nous montre l'exemple. Ici, à Montpellier, je le dis à l'occasion de cet Open Sud de France, mon rêve, c'est de pouvoir attirer la Fédération française de tennis pour organiser un grand centre d'entraînement sur terre battue, parce que le climat le permet. Il n'y a que 3 jours de gel par an pour les terres battues, c'est emmerdant le gel, mais c'est mieux les durs. Et cela permettrait de fabriquer des joueurs qui, au niveau du circuit international, peuvent se défendre, parce que souvent, les terrains manquent en termes d'entraînement. Si les Argentins, si les Espagnols ont de grands joueurs de terre battue, c'est parce qu'aussi ils ont de grandes installations qui leur permettent de former les jeunes et d'apprendre à jouer sur cette surface. Il y avait une loi en France, je continue parce que c'est important qu'ils sachent. Il y avait une loi... Moi, j'ai juste 5 minutes. En France qui s'appelait la loi Borotra. La loi Borotra, c'était une loi qui avait été proposée par Borotra, un des mousquetaires qui avait gagné la Coupe Davis, et je salue l'équipe de France sous la gouvernance de Yannick Noah qui a gagné celle-ci contre les Belges. La loi Borotra interdisait de construire des logements, des bâtiments sur les cours en terre battue dans les villes. Et puis, peu à peu, cette loi est tombée en désuétude et a été abrogée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en France, les cours en terre battue, progressivement, disparaissent. Et je crois que c'est bien de pouvoir faire un geste pour cela. J'ai rencontré le président Bernard Guidicelli à Paris. J'espère que son choix, si choix il y a, se portera sur Montpellier. 2 mots sur l'Open Sud de France. C'est l'occasion pour nous de vous dire que cette année, c'est un vrai succès. 30% de plus de réservations pour le tournoi, avec un plateau formidable, avec Joe Wilfried Tsonga, que vous connaissez, mais aussi David Goffin, le Belge, qui fait un parcours international magnifique. Et puis, avec également des joueurs, de jeunes joueurs qui sont très promoteurs et qui permettront, à partir de Montpellier, de pouvoir, bien sûr, Gasquet, le local de l'étape, qui pourront, comme l'a fait Alexander Zverev l'an passé, qui a gagné Montpellier, devenir 4e mondial comme il est aujourd'hui. C'est une grande terre de tennis ici également, et c'est la raison pour laquelle j'appelle de mes voeux la venue d'Amélie Mauresmo à Montpellier, parce qu'elle n'est jamais venue à Montpellier, et je compte sur vous pour m'aider à la faire venir. Je voudrais qu'elle vienne ne serait-ce que 5 minutes, parce que ce serait un grand honneur pour la ville. C'est notre première numéro 1 française en tennis depuis Suzanne Lenglen en 1914. Il n'y en a jamais eu. Donc voilà, elle est la bienvenue. Donc je compte sur Jean-Louis et Samir et Sébastien Grosjean pour assurer le go-between. Voilà, bon séjour à Montpellier. Vous êtes ici chez vous. Montpellier, c'est une ville ouverte, une ville libre, une ville de sport, de culture, de high-tech, de French Tech, de numérique, de santé. Et à ce titre, je sais que quand vous serez venu et passer du temps un peu avec nous, vous ne voudrez peut-être pas repartir. Donc, c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui passés 7e ville de France, de 8 à 7. Et surtout que nous sommes la métropole la plus attractive au niveau national. Nous sommes premiers sur le site quitterparis.com. C'est pas pour rien, c'est pas un hasard. Bienvenue à tous et merci de votre présence. Merci, Monsieur Sorel. Et en plus, vous nous rendez du temps. Et ça, c'est tout à votre honneur. Merci beaucoup, en tous les cas, de nous avoir ouvert ce sport call avec le sourire, l'envie, et puis surtout
avec cette problématique qui est la nôtre, le rôle des fédérations et cet appel lancé donc à Bernard Guidicelli et à toute l'équipe de la Fédération française de tennis de pourquoi pas voir un jour la création et l'installation d'un grand centre d'entraînement en terre battue, pourquoi pas dans la ville de Montpellier. Voilà un des exemples d'une collaboration franche entre une fédération qui se trouve à Paris et tout son siège et le déploiement justement de cette activité, de cette intention de voir arriver les choses sur notre territoire. J'ai encore une minute. Donc, je vous invite tous en 2019 à la Coupe du monde de football féminin que nous organisons. Nous sommes ville hôte. Et à cette occasion, je poserai la première pierre du stade Louis-Nicolin. Voilà. Et on aura l'occasion, Philippe Sorel, de revenir effectivement sur l'attribution de cette Coupe du monde de 2019 dans le chapitre grands événements qui peuvent aider effectivement également à ce déploiement. Je vais laisser la parole à Dimitri Grigovski, qui est le directeur adjoint de cabinet de Madame la ministre Laura Flessel, qui n'est pas là aujourd'hui, mais Dimitri la représente effectivement sur le message apporté en tant que au patronage de cette manifestation. Dimitri, voilà le rôle du ministère, pouvoir public dans cet accompagnement des politiques sportives sur le territoire. Il se résume à quoi? C'est quoi le message que vous pourriez faire passer à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, ces différents élus, différents acteurs de la politique sportive? Merci beaucoup. En tout cas, merci pour votre accueil, monsieur le maire, monsieur le président. Et puis, je suis ravi d'être à Montpellier pour représenter une personne qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui est une des plus illustres sportives françaises, donc notre ministre Laura Flessel, qui a une bonne excuse puisqu'elle est cet après-midi au Sénat et elle présente le projet de loi olympique qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale en décembre dernier. Donc ça me fait dire aussi, à l'instar de ce qui a pu être dit tout à l'heure, hier elle était au CSA lors d'une manifestation sport toujours, en tout cas sport féminin, et à quel point vous savez que le président de la République, Emmanuel Macron, a fixé un objectif collectif qui est assez fantastique, de recruter, de mobiliser 3 millions de pratiquants supplémentaires d'ici 2022. Et donc, parmi ces 3 millions de pratiquants, on compte beaucoup sur le fait qu'on devra mobiliser le maximum de pratiquantes. Donc le premier message qu'on a envie de poser, en tout cas lorsqu'on représente le ministère des Sports, la ministre des Sports, c'est de réussir à développer le sport partout, pour tous, et donc tout au long de la vie. Donc c'est un enjeu qui est extrêmement complexe. On parle souvent de la raréfaction des ressources publiques, on parle souvent également de la paupérisation de l'État. Dans le cadre de la réforme de l'État, le chantier qui est peut-être pas suffisamment connu aujourd'hui de nos concitoyens, le chantier Action publique 2022, en tout cas nous pensons que pour le sport, il ne s'agit pas de faire moins d'État, il ne s'agit pas non plus de tomber dans l'ancienne du mieux d'État, mais l'État différemment. Et donc un État repositionné sur ses fonctions de régulation, sur ses fonctions de résorption des inégalités et sur ses fonctions de coopération. Donc je vais peut-être donner 2 exemples, en tout cas de ce qui a déjà été conduit depuis la mise en place du gouvernement, et puis un exemple en tout cas à venir, qui incarne la volonté d'avoir une nation sportive et de développer les capacités sportives de la France à l'horizon 2024, sachant qu'on a un chapelet de grands événements sportifs. Cette année, les Gay Games, la Ryder Cup, l'an prochain, la Coupe du Monde avec Montpellier. Donc j'ai bien noté en tout cas que Montpellier était une ville haute. La Coupe du Monde de rugby 2023, en 2023. Et puis on peut imaginer aussi que le cursus n'est pas totalement complété. Alors une première étape qui donne à penser et à comprendre, en tout cas ce qui se fait au niveau de l'État, en matière de politique publique du sport, c'est la réforme du Centre national du développement du sport. Je pense qu'on évoquera tout à l'heure le soutien aux grands événements sportifs. Peut-être vous avez des ateliers dédiés au financement des équipements sportifs. Le CNDS, c'était de manière assez simple le guichet, la banque du sport pour les collectivités territoriales, pour le mouvement sportif, pour les clubs. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'en faire vraiment un centre de ressources d'excellence, d'expertise mutualisée pour toutes les parties prenantes du sport, qu'elles soient d'ailleurs publiques ou privées. Et puis, une deuxième orientation, c'est que ce soit vraiment le lieu où on pense, on réfléchit et on coopère sur le sport pour tous.
Donc on a vraiment, dès 2018, rationalisé les interventions du ministère et du Centre national du développement du sport, notamment pour les bénéficiaires les plus fragiles. Les bénéficiaires les plus fragiles, ce sont les territoires et les publics qui sont éloignés de la pratique. Si on veut recruter 3 millions de pratiquants, ces 3 millions de pratiquants qui sont aujourd'hui des publics qui ne sont pas captifs, c'est des publics que l'offre fédérale ou l'offre qui est servie de manière désintermédiée ne peut pas être totalement touchée. Donc ça nous conduit, et ça a conduit la ministre des Sports à fixer comme objectif dès 2020 d'adresser 50% des ressources du CNDS pour les quartiers politiques de la ville et également pour les zones rurales à revitaliser. C'est un objectif extrêmement ambitieux quand on sait qu'aujourd'hui, nous avons encore, malheureusement, près de 420 quartiers qui sont totalement dépourvus de toute offre sportive, donc d'un équipement ou d'un club sportif. C'est 850 000 habitants en France, dans les territoires d'outre-mer, qui sont dépourvus des zones blanches, à l'instar de ce que souligne avec beaucoup d'efficacité Laura Flessel. La deuxième approche en matière de réforme pour le CNDS, c'est aussi de faire un lieu de capitalisation des expériences. Et donc on mettra en place dès 2018 un accélérateur de l'innovation sociale grâce au sport. Donc on verra, on lancera un appel à projet qui permettra d'identifier sur le territoire les politiques territoriales, puisque c'est bien le scope de notre sujet de cet après-midi, qui fonctionne le mieux, qui arrive à hybrider les actions du public, du privé, le sport, la culture, les actions dédiées aux personnes âgées en situation de handicap, et on essaiera de les mettre à l'échelle au niveau national. Donc, vous voyez, un CNDS dont les fonctions sont recentrées et dont les crédits sont concentrés vers les objets de politique publique les plus efficaces. Voilà, je ne vais pas m'appesantir beaucoup plus. Je conclurai peut-être avec une invitation à l'ensemble des acteurs des politiques territorialisées du sport. La ministre, au lendemain de l'attribution des Jeux Olympiques à Paris, a décidé le lancement d'une fête nationale du sport. Cette fête se tient. Qui pourrait avoir lieu à Montpellier aussi, non ? Alors, elle aura lieu partout en France, en fait. L'idée, c'est qu'elle ait lieu partout en France. Alors, vous, c'est tous les jours la fête à Montpellier. Mais on souhaite que Montpellier fasse des émules. Et en tout cas, le 3e week-end de chaque mois de septembre, on organisera avec vous, avec tous les acteurs qui en ont envie, la fête nationale du sport. Il y aura un appel à projet dédié du CNDS. On a déjà toute une série de partenariats qui ont été noués pour que l'héritage des Jeux soit incarné avant 2024. L'objectif, c'est bien celui-ci. En tout cas, merci à tous et merci pour cette organisation. Merci merci à vous, Dimitri. Donc voilà, en fait, pour les premières grandes orientations et du travail de Madame la Ministre avec Dimitri. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que vous aurez bien évidemment l'opportunité, la possibilité de poser des questions à nos différents intervenants. On va juste continuer le fil de nos interventions et après, dans un deuxième et dernier temps, peut-être avant de passer à l'autre table ronde, vous aurez l'occasion de leur poser des questions aux uns et aux autres, représentants bien sûr du ministère des Sports, comme au maire de Montpellier, comme à tous nos amis participants. Monsieur Lazarus n'est pas là, donc on va directement passer à vous, Monsieur Bruno. Joël Bruno, qui est le maire de Caen, qui nous fait le plaisir de nous accompagner. Caen, la Normandie qui est représentée aujourd'hui, on est bien content. De Montpellier, nous passons au nord de la France. Non, à l'ouest. Mais c'est pas grave. Excusez-moi, je disais par rapport à Montpellier. Oui, c'est au nord de Montpellier. C'est un peu au nord de Montpellier, ou alors on a. Voilà, monsieur Bruno, merci d'être avec nous. Alors vous, comment ça se passe ? Comment ça se passe à Caen ? On veut savoir si vous êtes heureux dans ce que vous mettez en place dans votre politique sportive, ce que vous disent sur le terrain, vos éducateurs, vos associations, dans l'organisation des événements, dans le travail des clubs, de vos districts. Comment ça se passe ? Je pense, je vais pas. En général, quand on est sur une tribune, on essaie d'être original, mais je suis désolé, je vais pas forcément l'être. En fait, à Caen, comme dans beaucoup de villes ou de territoires de France, là, c'est finalement là que se fait la réalité du sport. La réalité du sport, j'entends bien que c'est de temps en temps des Jeux Olympiques, de temps en temps l'accueil de grandes compétitions internationales, mais la réalité du sport, c'est
des bénévoles qui sont là pour accueillir des jeunes ou des moins jeunes, pour encadrer des pratiques sportives. C'est des équipements qui sont mis à disposition par des collectivités pour que des pratiques éventuellement spontanées puissent être effectuées. C'est ça la réalité du sport. Et j'entends bien que l'objectif qu'on a tous, c'est incontestablement, pour plein de raisons, de développer la pratique sportive. Mais la pratique sportive, elle ne se développera pas d'en haut. Hein. Je me permets de le faire remarquer aux représentants de la ministre. Hein. L'intention est bonne, mais je pense que la pratique elle se développera par ce qui sera fait au plus près de chaque citoyen sur le terrain. Et voilà. Donc on est en quelque sorte collectivité locale. Alors moi je suis censé ici représenter les plus grandes, en l'occurrence avec en tout cas les grandes villes, au travers de France Urbaine. On est évidemment en première ligne, mais c'est la même chose pour les collectivités dans des milieux plus ruraux. On est évidemment en première ligne pour ça. Et quand on parle d'inégalité en matière de pratique sportive, d'inégalité territoriale, le sport n'est que le reflet de la société d'une manière générale. Et il y a la même inégalité aussi dans d'autres domaines. Essayez de faire une crise cardiaque à côté d'un CHU ou au fin fond de la Cambrousse, vous verrez la différence en termes de prise en charge. Donc voilà, je suis désolé, j'enfonce des portes ouvertes, mais la réalité du sport en France, c'est ça. C'est voilà, l'action locale qui permet effectivement à des fédérations de décliner, puisque votre question était liée aussi aux intentions fédérales et à la politique fédérale, qui permet éventuellement plus ou moins bien de décliner des politiques fédérales. Justement pour prolonger, le relais idéal, c'est quoi? C'est le club encore aujourd'hui? C'est-à-dire que c'est lui qui doit, on va dire, transposer, assurer une courroie intelligente entre la formation, entre ce qui se passe sur le terrain. Non, pas seulement. On va dire le cap qui est donné. Non, pas seulement. Je veux dire, la pratique sportive en France, c'est vrai que historiquement, par rapport à d'autres pays, c'est vrai qu'elle se fait beaucoup par le biais des clubs parce qu'on n'a pas la même culture sportive, par exemple scolaire, objectivement, qu'on peut avoir dans des pays comme l'Angleterre, par exemple. Pour autant, le club aujourd'hui n'est pas le. On sait bien qu'il y a toutes sortes de pratiques libres qu'il faut encourager et soutenir, et le club peut pas être le seul creuset de la pratique sportive. Évidemment, l'éducation a un rôle, la famille en a un autre. Je dirais aussi qu'il y a un nouvel acteur qu'on commence à voir pointe de plus en plus alors quand le fait, mais d'autres villes l'ont fait avant nous. Je parlais du sport sur ordonnance. Il y a aussi un acteur qu'il va falloir aussi impliquer fortement dans le développement de la pratique sportive, c'est l'assurance maladie, quoi. Au lieu de rembourser des cachets, on peut aussi éventuellement encourager à des comportements vertueux. C'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux, mais il faudra aussi qu'une partie des moyens y soient mis, quoi, clairement. Donc voilà. Donc, en tout cas, pour répondre à votre question, c'est vrai que le club n'est pas le seul vecteur, mais aujourd'hui, quand on parle de développement du sport en France, on ne peut pas faire l'impasse évidemment sur le mouvement sportif, dont l'émanation locale est évidemment les innombrables clubs qui au quotidien travaillent sur ce sujet-là. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bruno, d'être intervenu. Apparemment, ça suscite effectivement beaucoup de réactions et on aura l'occasion peut-être de rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Bruno un peu plus tard. En tout cas, intéressant d'entendre votre point de vue. Stéphane Rossignol, le maire de la Grande Motte, pas loin d'ici. La Grande Motte, c'est pas loin d'ici, c'est ça, hein? C'est à 10 minutes d'ici. D'accord. Okay. C'est pas à côté de Caen. C'est au sud ou au nord de Montpellier? Voilà. C'est oui, effectivement, l'est de Montpellier, pas très loin de Caen, mais vol d'oiseau. Vous êtes considéré comme une petite ville, c'est ça? Oui, alors je suis aussi ici en tant que représentant pour ça que je dis ça, de la PVF, l'association des petites villes de France. Parce que c'est intéressant aussi d'entendre votre point de vue là-dessus. Les petites villes, en effet, alors l'association en fait regroupe les villes de 2500 à 25 000 habitants. 25 000 habitants, on peut considérer que c'est une ville qui commence à être moyenne. Mais cette association qui a été créée en 89 par Martin Malvy, qui était à l'époque président de la région Midi-Pyrénées, regroupe aujourd'hui 1200 communes. Hein. Elle fait partie, elle appartient aussi à la grande famille de l'AMF, l'Association des maires de France. Je crois qu'effectivement aujourd'hui, c'était dit par plusieurs orateurs et le directeur de cabinet de Laura Flessel, le rôle qu'aujourd'hui ont les communes, les petites communes en particulier, dans l'aide à la politique sportive. Joël Bruno le rappelait aussi. On sait qu'aujourd'hui, les associations sportives, c'est beaucoup de bénévolat, mais c'est aussi l'aide que les communes apportent pour le financement des infrastructures, des équipements et les subventions que nous apportons aux associations. La Grande Motte est connue pour son architecture.
mon ami Philippe Sorel rappelait tout à l'heure la mission Racine. Cette année, c'était une grande année pour la Grande Motte puisque nous allons célébrer tout au long de l'année 2018 le 50e anniversaire de la création de la Grande Motte. Mission Racine 63, 5 ans après, la Grande Motte commençait à voir émerger ses premières pyramides. Alors on est connu pour notre architecture exceptionnelle, une architecture labellisée au patrimoine du XXe siècle, mais c'est aussi une ville nature puisque 70% de la surface de la Grande Motte est constituée d'espaces verts, et aussi une ville très sportive où on peut pratiquer quasiment tous les sports. Alors on a la chance d'être à côté de notre grande capitale Montpellier, hein, avec ses grands clubs, mais la Grande Motte a la chance d'accueillir, on est ici à l'Open Sud de France, nous accueillons le siège de l'ancienne Ligue régionale de tennis, qui a choisi la Grande Motte pour s'y implanter. Alors aujourd'hui c'est la Ligue Occitanie, mais le siège de la Grande Motte est le second siège après Balma, en Midi-Pyrénées, à côté de Toulouse. Nous avons la chance d'avoir un golf floridien, le seul de la région, un golf international de 42 trous. Nous avons avec plusieurs parcours. Nous avons une école de voile et aussi et surtout un centre d'entraînement, le centre d'entraînement Méditerranée, le CEM, qui est devenu Pôle France, où l'équipe de France à la voile est venue s'entraîner pour les Jeux Olympiques de Rio. Nous sommes candidats à être base d'accueil des Jeux Olympiques de Paris en 2024, sachant que Marseille serait la ville qui va accueillir les compétitions sportives. Nous sommes à 1h15 de Marseille, et donc la Grande Motte, avec son plan d'eau, son bassin sportif, pourra très bien accueillir des équipes, et nous postulons à ce titre-là. Nous avons des liens très étroits avec la Fédération française de voile, puisque, en effet, beaucoup de compétitions autour du nautisme se déroulent à la Grande Motte. Un très bel axe de développement aussi pour vous, avec la Fédération française de voile, de développer. Donc on a compris, les infrastructures sont là, l'attractivité aussi. Vous avez besoin de quoi alors? Si je vous donne d'un côté beaucoup de sous, et de l'autre je vous donne beaucoup de bénévoles, vous prenez quoi? Non, ben on a besoin des deux, je dirais. Sans bénévoles, on peut avoir de l'argent. Si on n'a pas des bénévoles, on ne peut pas pratiquer le sport qu'avec de l'argent. Et heureusement qu'on a ce monde de bénévoles, ce monde associatif qui est composé dans sa quasi-totalité par des bénévoles. Et merci à ces bénévoles qui permettent à toutes ces associations de fonctionner, de rayonner. Mais à côté de ça, il faut quelques moyens. Ne serait-ce que pour rénover nos équipements. Et les villes toutes seules aujourd'hui ne peuvent pas s'engager souvent dans des plans de rénovation lorsqu'il s'agit de salles de sport, de gymnases, de terrains de sport. Donc on sait que si on veut faire un terrain synthétique, c'est un projet pour ma ville, c'est un coût. Et qu'on a besoin des subventions de la région, du département, du CNDS, quand le CNDS peut apporter. J'ai entendu qu'il allait avoir un rôle plus important. Mais je crois que voilà, aujourd'hui, les petites communes, les villes en général, sont là pour appuyer et aider le monde sportif à progresser. Mais on ne peut pas faire tout ça tout seul. Donc vous avez, en clair, vous pensez aussi que vous pouvez, sans attendre forcément de l'aide qui vient du haut, essayez-vous peut-être d'entretenir cette émulation, de créer, oui, entre guillemets, des propres richesses pour assumer le coût de ces rénovations, organiser des événements, des choses comme ça. Oui, parce qu'à travers l'organisation d'événements, on arrive aussi à collecter, les associations, les clubs sportifs arrivent à collecter des moyens. Il y a les lotos ici, on sait que les lotos peuvent rapporter un peu d'argent, et puis les inscriptions à certaines manifestations. Nous allons accueillir le 4 et 5 mars prochain, comme chaque année à la Grande Motte, la course des pyramides, 5000 coureurs à travers un semi-marathon organisé par le Lions Club de la Grande Motte. Eh bien, on sait que cette course rapporte quelques dizaines de milliers d'euros, qui sont ensuite reversés à des associations dont le rôle est de venir en aide à des enfants en difficulté, puisque le symbole, le titre de la course, c'est courir pour un enfant. Donc on voit bien que les inscriptions peuvent rapporter des moyens aussi, permettre de financer une partie de la course, mais la ville est là aussi pour apporter ce qui est nécessaire. Donc on sait qu'aujourd'hui, on redouble d'imagination pour apporter, action, et il faut en avoir de plus en plus ça. Pour essayer de boucler la ceinture financière dont on a besoin. À la Grande Motte, on va dire,
l'infrastructure numéro 1 qu'il faudrait là, s'il fallait être dans un monde idéal, là vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'un gymnase, d'un skatepark, d'un lieu de pratique alternatif de sport urbain, de quoi là? Nous avons un parc des sports sur lequel il y a 5 terrains aujourd'hui. Donc nous avons décidé pour l'année 2009 d'engager une rénovation de ce parc des sports, de faire un terrain synthétique, de faire des nouveaux vestiaires, des tribunes. Voilà. Donc ça, c'est la priorité pour l'année 2019. Bon, tous à la Grande Motte en 2019 pour voir le résultat de cette belle action et de cette imagination collective qui se met en place du côté de la Grande Motte. Marc Sanchez. Marc, il est où? Il est là, bien sûr, représentant de l'Andes. Donc on parle des élus du sport. Bien évidemment, avec vous, Marc, on s'était vu l'année dernière. Je constate que vous revenez cette année. Ça veut dire que vous avez eu des réponses, en tous les cas, que le message que vous avez porté a trouvé écho dans tout ce que vous avez dit. Vous avez beaucoup participé l'an passé. Marc, comment ça se concrétise alors tout ça au niveau des élus du sport, les appuis de la fédération, la volonté peut-être d'un ministère, vous ressentez quoi en ce moment? Bonjour à tous. Donc d'abord, l'ANDES, c'est quoi? C'est l'Association nationale des élus en charge du sport, qui regroupe des plus petites villes qui ont un équipement sportif ou une association capable de mettre en place des actions sur la pratique sportive, comme les plus grandes villes, puisque nous ne sommes pas, nous sommes avec bien sûr l'AMF, puisque nous sommes en convention, les régions de France, bien évidemment, France urbaine avec qui nous travaillons également sur un projet de réunification un petit peu de toutes ces instances pour les pratiques du sport. Mais nous sommes les représentants, on va dire, des femmes et des hommes qui au quotidien sont sur les gymnases, sont sur les terrains, puisque c'est une émanation qui vient des adjoints au sport. Mais l'évolution a fait qu'aujourd'hui, dans ces adjoints au sport, beaucoup sont maires, d'autres sont conseillers départementaux, régionaux. Nous avons même depuis cette année quelques députés. Donc nous sommes, on va dire, les représentants de ce qui se passe au plus profond de nos équipements sportifs, en sachant quand même que notre raison d'être, c'est d'apporter une expérience et de faire en sorte de donner à tous ceux qui sont aujourd'hui chargés de la pratique sportive, comme de tous les équipements, de mettre en place des stratégies qui permettent au sport de pouvoir fonctionner et d'apporter à notre société, à nos concitoyens, des éléments importants. Alors nous évoluons dans des contextes un petit peu particuliers depuis quelques années, contexte financier qui est un contexte qui inquiète pas mal de monde, mais c'est vrai que là-dessus, on cherche des solutions, on essaie d'innover un petit peu, mais enfin, il y a des leviers qui sont indispensables à ce que nos équipements puissent demain être rénovés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de 42% des équipements au niveau national ont plus de 35 ans, 40 ans d'âge. Donc, c'est des rénovations. Et s'il n'y avait pas d'équipements sportifs, je crois qu'on parlait beaucoup moins de sport, et que ce soit encore une fois sur un petit territoire comme sur un grand, les problèmes sont les mêmes, tout en étant différents. La ruralité, montagne, littoral, ont des particularités par rapport aux métropoles qui sont aujourd'hui les grandes villes et autres. Donc, nous avons besoin de travailler tous de concert pour que les messages que nous avons à faire passer puissent apporter une pratique du sport pour tous. Et lorsque l'on a un challenge que nous avons relevé avec Madame le ministre, de dire nous allons vous aider à faire en sorte qu'il y ait plus de 3 millions supplémentaires de pratiquants, puisqu'on n'est pas que sur la pratique des licenciés, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a deux chiffres importants, 36 millions de pratiquants, 16 millions de licenciés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, au travers des nouvelles pratiques et des nouvelles techniques qu'il y a au niveau du sport nature, c'est 20 millions de plus de personnes qui aujourd'hui exercent une activité physique, et c'est important. Cela a été dit, je ne voudrais pas reprendre tout ce qui a pu être dit, puisqu'on ne peut être d'accord qu'avec les petites villes, l'association des petites villes de France, avec mon collègue de France urbaine et autres, pour dire qu'au niveau des collectifs, notre rôle est important. Je le redis, sans équipement, il n'y aurait pas de sport. S'il n'y a pas de sport, où sont les associations? Donc je crois que ce contexte financier qui est aujourd'hui, qui est là, nous devons nous adapter. Et la vitesse à laquelle nous devons nous adapter est importante. Bon, il a été supprimé les contrats d'accompagnement à l'emploi. Nous devons trouver d'autres solutions. Je sais que des projets sont en cours aujourd'hui au niveau du ministère pour ça être entretenus avec Madame la ministre. Donc, il faut aller vite. Il faut aller vite parce que nos associations sont en train de perdre pied dans certains endroits et les bénévoles se découragent. Donc, il faut que nous puissions apporter, nous qui sommes sur le terrain, des réponses rapides à nos concitoyens. Il y a également toutes les fusions.
les fusions des régions, fusions des communautés des intercommunalités avec les prises de compétences. Tout ça va à une vitesse qui est relativement importante et je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une petite pause législative pour nous permettre d'adapter un petit peu à ce monde-là toutes les solutions qui nous sont aujourd'hui exigées. Je crois que c'est quand même important pour nous de pouvoir discuter avec nos associations et de faire remonter, c'est l'objectif de notre association, faire remonter ces informations à l'ensemble des partenaires du mouvement sportif, de l'État bien sûr, et des collectivités territoriales que nous sommes. Souvent, il y a eu, à des moments, l'État et le mouvement sportif ont pu discuter pour mettre en place ces stratégies. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas oublier les communes et les communautés de communes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont, pour 12 milliards par an, les investisseurs des équipements sportifs. C'est le plus gros budget porté par, on va dire, les communes et communautés de communes. Donc lorsque l'on pense pouvoir éliminer beaucoup de communes, je pense qu'il faut quand même regarder ce que derrière nous portons. Voilà un petit peu ce que nous avons et ce que nous souhaiterions, bien sûr, à un moment donné où tout devient relativement plus compliqué, c'est que le sport puisse devenir une cause nationale. Je crois qu'aujourd'hui, pendant quelques années, nous avons vu que le sport était une variable d'ajustement. Les choses vont mal, où est-ce qu'on retire des budgets ? Que ce soit partout, je ne veux pas faire une exception sur tel ou tel, mais c'est le budget des sports. Je crois qu'aujourd'hui, quand on sait que le sport, c'est du lien social, dans la société aujourd'hui, c'est important. Le sport, c'est de la santé, c'est de l'éducation, c'est de l'environnement. On ne le dit pas assez, c'est aussi du développement économique, c'est du développement touristique. Le sport aujourd'hui n'est plus une parallèle à tout un tas d'autres systèmes et d'autres ministères. Le sport aujourd'hui est une parallèle, une transversale à l'ensemble des ministères qui doivent aujourd'hui travailler avec ce domaine-là. Tout simplement pourquoi, quand on parle du sport par ordonnance, quand on parle de sport santé, il faut que le ministère de la Santé soit impliqué et nous apporte quelques contributions pour que nous puissions mettre en place ces politiques. Pour l'éducation nationale, c'est pareil. Nous en sommes entretenus, encore une fois, avec Madame la Ministre qui comprend bien les orientations qui sont les nôtres. Mais encore une fois, nous ne voulons être que les défenseurs du monde, je dirais, des collectivités, quelles qu'elles soient, du monde de la vie associative, bien sûr, du monde du bénévolat, parce que le bénévolat, c'est quelque chose qu'il va falloir retravailler pour inciter des gens à redevenir bénévoles, parce que sans eux, ça a été dit, ce n'est pas une nouveauté, sans eux, je crois que nous, les collectivités, nous aurons des problèmes. Et c'est pas, il vaut mieux avoir beaucoup plus de bénévoles sur son territoire que mettre en place des policiers municipaux, etc., etc. Je crois que c'est la meilleure école de la vie, et on le voit bien, et je crois qu'aujourd'hui, si tous ensemble nous mettions à vraiment travailler, non pas chacun dans notre coin, et c'est le rôle de l'association, de notre association Andes, c'est de mettre tout le monde autour de la table et de dire maintenant, on est ensemble. Nous ne sommes pas que des adjoints au sport, comme cela a pu m'être dit. Vous n'êtes que des adjoints au sport. Et je regrette. Moi, j'ai mal tourné, puisque d'adjoint au sport, je suis devenu maire de ma ville et conseiller départemental. J'ai mal tourné, c'est vrai, mais en attendant, je peux faire passer des messages dans la gestion de telle ou telle structure. Je crois que c'est important de le dire et de le marteler. Notre association, aujourd'hui, nous travaillons en partenariat avec énormément d'associations. Je reconnais quelques amis de fédérations, Fédération française de natation, j'ai vu tout à l'heure également d'autres amis de fédération. Je crois qu'on a besoin de se donner la main pour que l'orientation qui va aller vers les JO, puisqu'on a la chance d'avoir les Jeux Olympiques, saisissons cette opportunité pour que nous puissions mettre en place, quitte à créer une sorte de plan Marshall pour redévelopper nos équipements, à mettre là où il en manque, cela a été dit tout à l'heure. Et je crois que notre association sera porteur de toute l'aide que l'on pourra fournir à tout le monde. Je vois que le temps presse, donc je vous rends la parole. Monsieur Sanchez, il n'y a aucun problème, votre discours est très clair. Merci beaucoup pour votre intervention. Effectivement, il y a pas mal de choses à dire. Donc, on va dire, pour résumer, et pour faire suite à ce que disait M. Rossignol tout à l'heure, il fallait de l'imagination, de l'action, il faut de l'adaptation également, et ne pas faire surtout du sport une valeur d'ajustement, comme on peut bien dire. Hein, c'est à peu près ça. Juste une question avec vous. Si je veux être maire adjoint au sport, il ne faut pas que j'ai peur de quoi ? De l'engagement. Okay. Et de devenir un passionné de ce que nous faisons. Parce que je crois que les adjoints au sport retrouveront beaucoup de plaisir à faire ce qu'ils font, mais c'est dans des moments difficiles aussi qu'on retrouve cette notion de, je ne vais pas dire convivialité, parce que le rugby, c'est certainement la meilleure image, mais il y a une force derrière la passion du sport qui fait qu'on est tous égaux. Et c'est ce qui est dans notre association remarquable, c'est que nous pouvons venir de n'importe quel horizon,
Le seul intérêt qu'il y a, c'est la passion du sport et l'intérêt que l'on peut apporter à nos concitoyens et vivre avec eux des grands moments, qu'ils soient amateurs comme professionnels. Et vivre peut-être au travers Puisque de cette fonction. Le monde professionnel fait partie aussi de nos préoccupations et nous sommes engagés sur tout le terrain aux côtés de tous nos partenaires institutionnels. Exactement. Donc, effectivement, s'il y a des vocations, pourquoi pas vous rejoindre. Venez nous voir. De toute bien. façon, tout le monde peut adhérer, puisque je n'ai pas dit un chiffre. Ah. Nous sommes une association, nous sommes un réseau, plus de 5000 villes aujourd'hui disponibles. Et puis, nous avons la chance d'avoir quand même près de 10 techniciens qui, au quotidien, répondent à toutes les questions de nos maires au niveau national. Très bien. Donc, c'est une association qui pèse, on va dire. Merci beaucoup, monsieur Sanchez, qui interviendra également lors de nos tables rondes, à la fois aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être demain, Marc Sanchez qui sera là avec nous. Vous avez d'ailleurs détaillé tout le programme des tables rondes, donc vous venez effectivement picorer à droite à gauche. C'est dans les salles ici qui sont réparties. Tout est très bien organisé. Et vous aurez donc réponse, on va tenter de vous en apporter, à toutes vos questions. On enchaîne avec Nicolas Rouquayrol. Alors donc des élus en charge du sport, on passe à Landis, c'est ça, c'est le nom de votre association. Oui, tout à fait, merci. Oui, c'est vrai que on parle de directeur de service des sports là, voilà, dans les collectivités. Nicolas. Après Landes, donc voilà, Marc dit qu'ils ne sont que des élus au sport. Bon, nous sommes que des directeurs des sports, non, ou que des adjoints. Mais bon, nous travaillons forcément ensemble. Effectivement, Landis, donc un peu moins nombreux, mais nous sommes 700 adhérents. C'est une association qui a 50 ans, un peu plus de 50 ans. Voilà, jeune association dynamique Kenka, donc qui est organisée sur le plan national. Donc effectivement, Landis, Association nationale des directeurs des installations et intervenants des services des sports. Voilà, on réfléchit à changer le nom, pour que ce soit un peu plus communicable. Voilà, en fait, le rôle de Landis, effectivement, nous travaillons de concert avec les élus au sport pour en fait mettre en place la politique sportive qui est décidée sur le terrain. Avant d'attaquer un peu là-dessus, moi je voulais faire juste un petit... Allez-y, monsieur. Oui, bon, j'ai 10 minutes. Bon, non, mais là on a du temps, là, on a rendu du temps, donc on peut y aller. Voilà, je voulais déjà remercier l'organisation du Sport Call d'inviter Landis. C'est la 2e édition à laquelle nous sommes conviés. C'est vrai que pour l'association que nous sommes, les directeurs des sports, donc des territoriaux, c'est important d'être considérés pour venir. Voilà, donc moi je porte la parole un peu de tous mes collègues de terrain qui font justement remonter toutes les problématiques qui ont été abordées. Donc concernant le redéploiement des politiques fédérales sur le territoire, c'est vrai que du coup, 700 adhérents, nous sommes représentés dans beaucoup de villes, effectivement, et surtout toutes les strates de villes. Donc il y a des grandes villes, il y a des petites moyennes villes, des villages, milieu urbain, milieu rural, ce qui nous permet, en fait, en termes de partage de ressources, d'informations, d'être vraiment, pour nous, réseau, à l'écoute de toutes les problématiques, et que ça peut... Ça peut partir du sport professionnel, sport amateur. Donc voilà, essayer de traduire un peu les politiques sportives de nos élus sur le terrain. Effectivement, le mouvement sportif est pleinement impliqué, mais comme le disait Marc, pas que. On a aussi donc, les pratiquants non licenciés, sur lesquels il faut aussi apporter des solutions à leurs demandes. Les non-licenciés, les non-pratiquants, qui seront abordés tout à l'heure. Mais quelque part, le mouvement sportif, ce sont des jeunes qui jouent, licenciés. Quand ils sont dans les clubs, c'est vrai qu'ils ne sont pas ailleurs. Ce qui les fait rêver, on peut en parler là, c'est les JO d'hiver qui démarrent. C'est vrai que c'est ce qui les fait rêver. Donc à nous aussi d'essayer de faire en sorte qu'il y ait cette continuité un peu de rêve des enfants, de la jeunesse. Même si tous ne sont pas licenciés, ça fait quand même rêver. Souhaitons que les JO 2024 soient une réussite, certes, mais encore faudra-t-il déterminer quels seront les critères de réussite. Voilà, pour que ce soit une réussite, il faut, je pense, et vous serez d'accord avec moi, que l'ensemble des acteurs du sport puissent bénéficier en fait
de toutes les retombées, quoi, hein, et surtout que la pratique soit davantage développée. La semaine dernière se tenait le séminaire de lancement de la gouvernance du sport, sur lequel l'Andis était également convié, mais pratiquement tous les acteurs, à quelques exceptions près, étaient conviés sur ces séminaires. Bon, je n'en dirai pas plus puisque ça démarre. Souhaitons, et en tout cas, l'idée c'est peut-être de laisser la chance au moins à cette instance de faire des propositions, en espérant que ça puisse avancer, clarifier. Je n'en dirai pas plus à ce niveau-là. Et j'en reviens donc à l'Andis, à notre préoccupation de l'Andis, sur lequel nous sommes forcément auprès du terrain. Un directeur des sports, concrètement, sur un terrain, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est traduire en plan d'action la politique sportive des élus. On l'a vu dans un élément de contexte très contraint, on le sait. Et l'ambivalence un peu de notre positionnement, nous, collègues Andis, c'est justement de pouvoir interférer, faire prendre un petit peu la mayonnaise entre justement ce projet politique et le projet sportif local. Alors, projet sportif local, nos clubs sont des partenaires privilégiés avec qui on travaille. L'objectif des services des sports, c'est d'aider en fait ces clubs à vivre convenablement, à proposer leur activité. On les soutient sur le plan du quotidien, que ce soit dans la gestion des équipements forcément, puisque les collectivités sont propriétaires de la plupart des équipements. Mais on les soutient dans le quotidien, sur la gestion des entraînements, des écoles de sport, des compétitions, des manifestations. Nous devons être garants d'un certain équilibre en fait entre les différents sports qui sont sur des villes. Personnellement, je suis également donc directeur des sports de la ville d'Agde. Il faut arriver à trouver la bonne cohabitation entre quelques sports qui sont sur un bon niveau amateur, rugby, foot ou autre. Donc, nous essayons de les accompagner, de donner les bons conseils. Rassembler les énergies pour que ça se... Essayer d'être garant d'une certaine parité, on va dire, entre chaque discipline. Les équipements, on l'a vu, ne sont pas extensibles. Il n'est pas prévu d'en construire rapidement de nouveaux. Ouais. Il faut essayer de faire avec. Et il faut aussi que les associations puissent à un moment donné comprendre, elles le savent, qu'elles ne sont pas toutes seules, mais essayer de faire en sorte que l'ensemble puisse bien cohabiter, puisse bien s'imbriquer. Quelle est la première crainte quand on est directeur d'un service des sports? Quel retour vous avez sur le terrain de ceux qui accompagnent justement la politique mise en place par les élus? C'est quoi ce qui bloque? C'est quoi l'objet peut-être d'une certaine forme de peur, d'angoisse, de crainte, de ne pas y arriver? C'est sur quel aspect des choses? Alors, la problématique que l'on ressent, je parle des associations sportives, en termes de mouvements sportifs, c'est, vous l'avez aussi constaté, c'est un cruel manque de bénévoles. Aujourd'hui, les parents sont de moins en moins investis. Moins en moins là, oui. Et donc on assiste à une certaine, je dirais, pseudo-professionnalisation de l'encadrement, entre guillemets, avec certes de l'expertise des éducateurs sportifs, brevets d'État, mais du coup, on a un peu déshabillé le côté bénévolat parent qui pouvait jusqu'à un certain moment. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très très évoqué. Et je suppose vous aussi dans la salle qui vivez au quotidien cette problématique. Le bénévolat, ça a l'air de coincer quand même. C'est ce qu'on peut ressentir. Alors après, c'est le reflet, c'est une transformation de la société. Ce n'est le sport, ce n'est qu'un reflet de cette transformation. Mais c'est vrai d'un côté, en professionnalisant l'encadrement, et en demandant peut-être un peu moins aux parents une implication, on en est là. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat que l'on a, c'est je ne dirais pas une baisse de licenciés, mais un maintien des licenciés. Oui. Certains sports, toujours les mêmes, ils trouvent leur compte. D'autres sports, un petit peu moins. Et là, nous, territoriaux, l'idée, c'est d'accompagner
justement les associations qui se tournent vers des pratiques transversales, Oui, bon, qui seront évoquées de toute façon au cours des ateliers. bien sûr. Je parle du sport santé, voilà, d'autres activités qui puissent en fait. Alors, ça vient sûrement du projet fédéral qui est décliné aussi après au niveau des ligues, des comités, des associations. Voilà, nous on essayons, au-delà des sports, on va dire traditionnels, d'essayer aussi, parce que c'est une nouvelle demande aussi des pratiquants. Alors, certains pratiquent tout seuls, mais certains qui veulent aussi retrouver la pratique club, qui est aussi source de cohésion sociale, mais pas sur cet aspect compétitif. Ce sont d'autres valeurs et d'autres attentes qui sont aujourd'hui remontées du terrain. Au mouvement sportif aussi de s'adapter. Nous, on est là pour les accompagner aussi, dans la mesure de nos moyens. Merci beaucoup, Monsieur Rocarol, qui nous a donné effectivement son avis au travers de son prisme des directeurs des services en charge de tous les équipements dans les collectivités qui sont chargés, si j'ai bien compris, de mettre en application la politique mise en place par les élus. Avant de passer la parole à Virgile Caillet, qui nous dira un petit mot sur son club de cyclisme Sport et Cycle, c'est pas un club. Pourquoi un petit mot? Tout de suite, il y a la pression de Virgile. Sport et Cycle, il va nous en parler. Il aura effectivement le temps pour ça et je vois qu'il a déjà bien préparé son intervention. Monsieur Bénézis, c'est à vous. Monsieur Bénézis, alors lui, il s'occupe de l'Office municipal des sports. Alors ça, c'est quand même une notion. Par exemple, moi, quand j'étais gamin, j'entendais parler de ça dans mon club et puis ça s'est perdu un peu de vue, cette affaire-là. Et Monsieur Bénézis, lui, il a envie de redynamiser un petit peu l'affaire. Il va nous expliquer pourquoi l'Office municipal des sports, OMS, c'est ça, qui pourrait constituer un maillon. Exactement. Donc un maillon essentiel peut-être entre le club, les associations et pourquoi pas un peu plus haut et politique fédérale. Monsieur Bénézis qui accompagne sa présentation de slide, comme on dit dans le langage. Si ça passe pas, c'est pas grave. Moi, ce que je voudrais, d'abord, bonjour à tous et bonjour à mes amis sur cette tribune. Je voudrais remercier effectivement les organisateurs d'avoir invité la Fédération nationale des offices des sports à ce deuxième Sport Call. Et puis donc en tant que président national mais régional de l'étape, moi je me réjouis d'être ici. C'est quoi la FNOMS? Et je me réjouis de passer après Marc et après notre ami Nicolas, parce que entre l'Andes et l'Andis et nous, finalement, il n'y a pas grand-chose comme différence, si ce n'est qu'au départ, il y a les élus, et ça, je crois qu'il faut le respecter. Le sport local ne pourrait pas être valorisé sans la volonté des élus, et ça, je crois que je le soulignerai toujours. Ensuite, aujourd'hui, il y a les directeurs des sports, et donc, j'allais dire, l'heure de gloire de la fédération et de ses offices municipaux, c'était lorsque, même dans les grandes villes, il n'y avait pas de service des sports. Moi, je me souviens, dans les années 80, avec Georges Frêche, j'étais président de l'Office municipal des sports de Montpellier et je suis devenu adjoint au sport de la ville de Montpellier avec comme envie, avec Georges Frêche, de monter un service des sports structuré et compétent. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que les offices des sports, il faut qu'ils trouvent leur place entre d'un côté les élus, de l'autre côté les administrateurs du sport à l'échelle des villes et à l'échelle des intercommunalités, et puis le monde des associations de bénévoles amateurs qui regroupent des dizaines de milliers d'associations à travers nos 36 000 villes et villages en France. Et si vous ajoutez là par-dessus la réforme territoriale, il est évident qu'il y a de quoi y perdre son latin. Et donc, c'est quoi la FNOMS? C'est donc une structure associative. C'est une structure associative finalement qui fédère plus de 1200 offices encore en France. Et quand je dis encore, c'est parce qu'on en perd dans les grandes villes, mais on en gagne justement dans le secteur intercommunal et rural. Et là, on a besoin de l'aide justement de l'association des adjoints au sport et de l'association des directeurs des sports pour ensemble, la main dans la main, faire progresser cette interface nécessaire qu'il peut y avoir entre le monde amateur et bénévole et puis le monde des municipalités, des intercommunalités, des métropoles et celui donc des services administratifs qui vont gérer le sport à tous les niveaux. Donc
je dis qu'aujourd'hui, la FNOMS, à travers ses 1200 offices, c'est quelque part près de 10 millions de pratiquants hors licenciés pour beaucoup. Et ça, je crois qu'il faut aussi le signaler. Vous l'avez dit d'ailleurs, sur les 30 et quelques millions de Français qui pratiquent, il y en a guère qu'un tiers qui sont, j'allais dire officiellement, avec une licence à des pratiques compétitives. Mais on peut faire de la compétition ou on peut se faire plaisir simplement en pratiquant de façon, j'allais dire, sauvage. Non, nous souhaitons que ce soit de plus en plus structuré. Donc pour nous, notre devise, c'est tous les sports et toutes les activités physiques et sportives pour tous, quel que soit l'âge et le sexe, et sur tous les territoires. C'est ça le but aujourd'hui que souhaiterait s'arroger la FNOMS. Nos priorités, bien sûr que c'est le lien social, vous l'avez dit, j'y reviendrai pas. Bien sûr que pour nous, c'est aussi la santé des pratiquants et des non-pratiquants. Et là, moi, je souhaiterais, par le biais de la FNOMS, comme nous le faisons, établir des liens avec le ministère de la Santé, en plus du ministère des Sports, avec les mutuelles. L'avenir aujourd'hui du sport sur ordonnance, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de ligne budgétaire au ministère de la Santé sur ce sport sur ordonnance, ce sont les mutuelles. Et nous y travaillons au sein d'une commission nationale. Tout ça pour le bénévolat. Aujourd'hui, le bénévolat a peu de moyens. Et donc, nous sommes en interface avec une caisse à outils, avec des fiches actions que nous pouvons mettre à disposition au niveau national sur nos structures départementales et municipales, et aussi la citoyenneté. On a un partenariat privilégié avec la LICRA et avec la Commission nationale des droits de l'homme. Moi, j'y tiens beaucoup, parce que là aussi, quand on regarde dans le sport, et surtout le sport fédéré, compétitif, il y a des dizaines de milliers d'incivilités dans les stades, autour des stades. Et ça, nous apportons une attention particulière justement à travailler avec la LICRA et la Commission nationale des droits de l'homme. Donc nos moyens, bien sûr que c'est le maillage territorial de la loi NOTRe, et donc nous avons mis en place dans les 13 régions une commission régionale des offices des sports. Nous avons aussi, dans la plupart des départements, des offices départementaux du sport. Le plus bel exemple, c'est celui que j'ai présidé dans l'Hérault pendant plus de 20 ans et qui est un exemple au niveau national, structuré, mais toujours avec pour objectif de dire laissons aux grandes villes leur service des sports et mettre en place leur politique que les élus leur auront transférée et allons revitaliser le rural et les intercommunalités du rural pour faire en sorte que nous leur apportions une aide au niveau de l'organisation, de l'événementiel, mais aussi au niveau du soutien des petits projets que pourraient porter les associations au niveau local. Donc revitaliser le milieu rural, ça je crois que c'est un grand projet. Et aujourd'hui, moi, tant que je serai président de la Fédération nationale, je me tournerai vers les élus du rural en particularité et en priorité, avant d'aller voir les élus des structures organisées des villes moyennes et des grandes villes. Et donc je ne veux pas être plus long, mais je voudrais profiter de la présence du maire de Montpellier et président de la métropole pour lui dire que aujourd'hui, OMS, comme je l'ai dit à l'introduction, ça peut vouloir dire aussi office territorial. Et pour moi, s'il me reste encore 2 ans ou 4 ans de mandat au niveau national, je voudrais faire porter nos efforts sur les 2 secteurs. Un secteur qui est déjà structuré avec des services des sports assez fournis, c'est celui des grandes villes et des métropoles. Et nous en avons une des plus belles en France, pour ne pas dire la plus belle, comme le disait Philippe tout à l'heure. Et puis le secteur rural. Alors Philippe, si tu peux m'écouter sur cette conclusion que je voulais donner, personnellement, je suis prêt à t'accompagner, si tu le souhaites, pour vous aider à mettre en place un office métropolitain. Ce serait le premier. Il y en a un sur Lyon qui est en gestation. Mais je pense que Montpellier, avec tout ce que tu as expliqué en introduction cet après-midi, mériterait d'avoir un office avec les représentants du monde sportif, avec les représentants des élus de la métropole et avec les représentants des administratifs des services des sports pour faire en sorte que justement le maillage territorial, et c'est mon vœu le plus cher, puisse couvrir toute la France, aussi bien dans le secteur du rural, où nous apporterons, nous, notre contribution,
qu'au niveau du secteur beaucoup plus structuré qui est celui des grandes villes et des métropoles. Bon. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Il y a beaucoup de demandes cet après-midi et merci de porter très haut les couleurs de la FNOMS, Monsieur Bénézy. C'est effectivement avec l'engagement qui est le vôtre, on a bien compris l'importance de cet élément. Une réponse, Monsieur Sorel, ou non? Pas tout de suite. Non, ça se fera entre vous comme ça ou... Non, mais vous savez qu'avec Christian Bénézis, nous avons fait partie de la même majorité. Et pendant de très longtemps, donc, très bien. Au département de l'Hérault et à la ville de Montpellier. Donc c'est une longue histoire. Bon, très bien. Donc on vous laisse régler vos histoires, mais ça devrait matcher entre vous. Ça devrait. Une phrase simplement. Allez-y, Monsieur Bénézy. On a la chance d'avoir... Au micro, s'il vous plaît. On a la chance d'avoir l'Office départemental des sports de l'Hérault, qui est vraiment pilote en France et qui couvre la moitié du territoire héroltais. Et l'autre moitié du territoire héroltais, qui est la métropole de Montpellier, il serait bon qu'il y ait un pendant à cet Office départemental des sports sous la forme de l'Office territorial métropolitain. Merci à vous, Monsieur Bénézy. J'ai entendu. Le message est reçu. Merci, Philippe. Avant le petit jeu des questions-réponses, parce que je suppose que ça a suscité pas mal de questions chez vous, Virgile Caillet, intervention bossée. Hein. Là, il y a du boulot. Hein. Je peux vous dire que c'est stable. Alors, on va écouter Virgile. J'aime beaucoup les couleurs. On va écouter Virgile qui s'occupe donc de l'association, de l'Union Sport et Cycle, pardonnez-moi mon cher Virgile, qui va nous présenter un petit peu le travail, ce qu'il fait au quotidien et essayer de répondre un petit peu ou d'avancer sur cette problématique de politique fédérale et son déploiement sur notre territoire. Virgile. Oui, merci Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Alors un petit mot d'ailleurs, ça fera plaisir à Monsieur le maire, Allez. puisque pendant une dizaine d'années, j'ai habité cette belle région, au comté de Melgueil, très exactement, au Moggio. Et je sais à quel point cette région est belle et sportive. Ça, c'est pour la petite introduction. Je marque des points comme ça et je gagne un peu de temps. Je voudrais préciser les choses parce que on parle d'Union Sport et Cycle et on pourrait imaginer que ce soit une structure associative, un club, quelque chose comme ça. En fait, eh bien, je représente quelque part la voix des entreprises. On a beaucoup de collectivités présentes autour de nous. Dans la salle, il y a effectivement des représentants des fédérations sportives, du mouvement sportif. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience que le monde de l'entreprise est un interlocuteur, un partenaire qui doit travailler avec les collectivités, avec le mouvement sportif. Donc l'Union Sport et Cycle, tout simplement, eh bien, c'est une fédération professionnel, un syndicat professionnel qui représente les dirigeants des entreprises du secteur du sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité active. Donc vous voyez, en fait, tout le secteur de toute la filière de l'industrie du sport, si j'ose dire, est représenté au sein de cette union sport et cycle. C'est plus de 1500 entreprises, 500 marques, 80 000 salariés qui travaillent dans cette filière et 11 milliards de chiffre d'affaires cumulés. Alors évidemment, vous connaissez les grands acteurs de cette filière. Il y en a un qui est tout près d'ici, dont le siège est tout près d'ici, ASICS pour ne pas le nommer. Mais l'Union Sport et Cycle, c'est aussi une multitude de TPE, PME, de personnes qui travaillent au quotidien en proximité avec les collectivités, en proximité avec les clubs, avec les fédérations. Au sein de l'Union Sport et Cycle, donc on travaille au quotidien avec, je le disais, tous les acteurs du mouvement sportif et tous les acteurs des collectivités. On pourrait s'étonner qu'on soit présent ici sur cette tribune pour parler de sport. On pourrait imaginer qu'on ne soit là uniquement que pour faire des bénéfices. Or, il faut en être conscient. Tous les dirigeants de ces entreprises qui travaillent dans le sport sont intimement convaincus, persuadés sincèrement de l'importance de la place du sport dans notre société, dans l'équilibre que cela peut procurer tant au niveau du lien social que de la santé publique. Donc on est à la fois des gens passionnés, convaincus, intimement convaincus, et aussi des gens qui sont là pour développer la partie économique du sport. Et les pouvoirs publics, les collectivités, les fédérations ont pris conscience de l'importance que représentait cette dimension économique dans le sport en France. On mène un certain nombre d'études au niveau de l'Union Sport et Cycle parce que, vous vous en doutez, on a besoin de comprendre, de décrypter l'évolution des pratiques. Et incontestablement, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on est en pleine mutation. Il y a des profonds bouleversements aujourd'hui en France sur les attentes des concitoyens, à la fois sur les modes et les lieux de pratique, et à la fois dans leurs attentes vis-à-vis des communes. Alors vous l'avez cité les uns les autres,
sur ces mutations. Alors vous avez employé d'autres mots, vous avez cité le fait qu'il y avait dorénavant beaucoup plus de pratiquants en dehors des clubs que dans les clubs. C'est quelque chose qui se développe énormément, cette dimension d'autonomie de la pratique en accès libre. Désormais, ce que l'on veut, c'est pratiquer quand on veut, où on veut, avec qui on veut. Alors ça, c'est un constat qu'on fait un petit peu tous, mais en fait, ça signifie, je le disais, des profondes mutations, et puis c'est un profond bouleversement auquel les collectivités, finalement, sont les premières confrontées. C'est-à-dire qu'avant, on avait un schéma, j'allais dire, presque traditionnel, les clubs municipaux, l'OMS, effectivement. Désormais, il faut probablement réfléchir un peu autrement, parce qu'on est confronté à des attentes extrêmement diverses, extrêmement variées, parfois communautaires. Quand je parle communautaire, médias sociaux, bien entendu. Et donc, il faut savoir s'adapter, il faut savoir réagir, il faut savoir répondre à ces nouvelles demandes. On l'a constaté, nous, dans les différentes études que l'on mène. Globalement, une relative satisfaction du parc des équipements sportifs, mais en même temps, des attentes extrêmement marquées, identifiées, en particulier chez les moins de 35 ans, sur notamment les équipements sportifs de proximité. C'est une grosse tendance de fond. Sur les nouvelles pratiques, je pense à toutes les aires de fitness que l'on voit fleurir un petit peu partout dans les communes, sur les murs d'escalade, les stades de glisse urbaine, ça aussi, ce sont des sollicitations qu'on voit apparaître de plus en plus de la part des concitoyens. Alors, c'est vrai que pour les communes, c'est parfois déstabilisant. Alors, je parle globalement de l'ensemble des collectivités. Ça peut paraître déstabilisant. Effectivement, on peut installer ces équipements, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les fait vivre? Comment on trouve un maillage territorial avec le mouvement sportif? Comment le mouvement sportif vient s'inscrire dans cette logique de développement de la pratique? Tout cela, en fait, ce sont des éléments un petit peu nouveaux. Et puis, vous le savez, on a des convictions, mais on aime bien aussi factualiser un petit peu les choses, avoir des éléments objectifs. Je vais vous redonner quelques chiffres que Marc a évoqués tout à l'heure. 270 000 équipements sportifs en France. On ne tient pas compte des équipements sportifs de proximité, donc c'est probablement beaucoup plus. Plus de 80% de ce parc appartient aux communes. 42%, vous le disiez tout à l'heure, Marc, de ce parc a plus de ou près de 40 ans. Donc il y a une vraie équation, j'allais dire, on pourrait l'imaginer insoluble, mais je suis persuadé qu'on va trouver des solutions. L'équation, c'est que d'un côté, on a un parc qui est vieillissant, qu'il va falloir rénover, probablement compléter sur certains territoires carencés en matière d'équipements sportifs. Et puis de l'autre, on a des attentes nouvelles, de nouveaux équipements, des équipements qui doivent muter, qui doivent se transformer, notamment sur les équipements en accès libre. Et au milieu de cette fracture, eh bien, on retrouve les collectivités territoriales, on retrouve les communes, les agglos, qui doivent trouver la réponse à cette équation. Et c'est vrai que c'est pas simple, et je pense que la réponse, elle doit être collective. Ça ne peut pas être l'un ou l'autre qui doit trouver la réponse. Je pense que c'est collectif dans la même, dans la même dynamique que ce que vient de créer le ministère et Laura Flessel au travers de ces séminaires sur la réforme de la gouvernance du mouvement sportif français. Je pense qu'il y a une réflexion vraiment profonde que l'on doit engager tous ensemble sur la place du sport dans la société, mais également quelle réponse on doit trouver dans son organisation, autant sur le mouvement sportif que dans les interactions entre le mouvement sportif, les entreprises et les collectivités territoriales. On doit aller probablement vers des nouveaux modèles économiques. Ça, on en a déjà parlé, on a parlé des PPP, mais probablement que demain, il faudra réfléchir aussi à imaginer des associations, des clubs qui deviendront, pourquoi pas, gestionnaires de leurs équipements sportifs. Il faut imaginer aussi des équipements sportifs peut-être plus modulables, qui répondent à des problématiques et puis qui soient capables effectivement de muter lorsque la pratique évolue. Beaucoup de chantiers doivent s'ouvrir, mais je pense qu'il faut absolument que tous les acteurs collaborent, réfléchissent ensemble. Et puis un dernier petit mot pour conclure mon propos. Sachez qu'au niveau de l'Union Sport et Cycle, donc cette fédération professionnelle qui rassemble les acteurs de l'industrie du sport, mais qui travaille en étroite collaboration, que ce soit avec le ministère ou que ce soit avec les collectivités territoriales et notamment l'ANDIS, eh bien sachez qu'on vient de lancer un baromètre de la commande publique, ce qui est assez intéressant. 5% de la commande publique concerne des équipements de sport et loisirs. Ce n'est pas beaucoup, c'est intéressant de le noter. Et puis un petit mot, on a analysé sur les 6 dernières années, moins 20% en termes de commande publique sur des équipements sportifs. Et c'est encore pire sur le neuf, puisqu'on est à moins 36%.
et finalement moins 13% seulement sur la rénovation. Donc ça traduit un petit peu la situation actuelle. Je pense qu'on fait tous le même diagnostic. Il y a eu une véritable fracture 2013-2014 avec quasiment moins 50% en matière d'investissement de la part des collectivités territoriales sur les équipements sportifs. Et puis depuis 2016-2017, on remonte un petit peu la pente. Mais voilà, je voudrais conclure simplement là-dessus. La réponse, elle sera collective et ce seront des modèles nouveaux qu'il faut envisager, des modèles de collaboration entre le mouvement sportif, les entreprises et les collectivités territoriales. Merci beaucoup Virgile. Et d'ailleurs, toutes ces statistiques, entre guillemets, tous ces éléments factuels pourront nous aider dans nos discussions pendant ces 3 jours à effectivement à alimenter et prendre en compte cette nouvelle réalité qui s'offre à nous et à tous les acteurs, vous dans les communes et dans les collectivités. Merci à tous d'être intervenus et d'avoir présenté, effectivement, mis en avant les points forts de vos actions diverses. Je voudrais me déplacer juste pour recueillir quelques questions, ou du moins la première, qui est toujours la plus dure à poser. Il y a toujours un temps où on ne pose pas la première, mais une fois que la première est posée, c'est bon. Donc, le bras est levé. J'arrive donc pour tous nos intervenants. Juste, vous présentez et votre question. Ah, il me serre la main. Bonjour, ça va. Excusez-moi. Je suis Joël Guijol, président de l'Arsenal Croix d'Argent ici à Montpellier, un club de foot dans un quartier. Donc j'ai bien écouté certains intervenants, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas encore parlé des quartiers. Donc si on veut réduire l'écart qu'il y a entre les communes rurales et les quartiers, il y a aussi un effort à faire là-dessus. Donc la première question, elle va être de manière générale. Jusqu'à présent, selon mon expérience, donc j'ai quand même joué au Paris Saint-Germain en jeune, et issu de là, j'ai signé professionnel en Suède, en Norvège et en Finlande. Donc maintenant, suite à mon expérience, j'aimerais retransmettre ça dans un quartier ou dans une association ici à Montpellier. Je me confronte à certaines problématiques qui sont que les quartiers n'ont pas les mêmes infrastructures ou les mêmes aides que les zones rurales. Donc j'aimerais demander au ministère, je crois que c'est le ministère des Sports, l'adjoint au ministre des Sports, qu'est-ce qu'il compte faire pour réduire cet écart qu'il y a entre les communes rurales et les quartiers, parce qu'il y a aussi un autre problème qui se pose à nous, c'est le côté financier, où les subventions sont totalement différentes par rapport aux subventions qu'obtiennent les communes rurales. Donc actuellement, il y a un problème aussi qui se pose, c'est un club élite ici à Montpellier qui est la MMF dans le football futsal, qui est en train d'émerger. Lui aussi, il se confronte à ce genre de problème où il est quand même oppressé parce qu'il n'a pas les subventions d'un club élite, il n'a pas les infrastructures d'un club élite. Et donc, par rapport à ça, on parle du bénévolat, on parle de plein de choses, mais quand on n'a pas tous ces aboutissants, je peux vous dire que nous, en tant que petit club amateur, je dis bien petit club amateur, nous aussi, nous perdons un peu de l'énergie. Donc, j'aimerais concrètement que les gens se posent les bonnes questions pour qu'on puisse avancer ensemble, que ce soit les côtés des quartiers ou les zones rurales. Il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Une dernière petite question par rapport à ça aussi, excusez-moi, et pour aussi mettre en évidence le côté où les instances mettent des quotas, alors que depuis 20 ans, l'arrêt Bosman a été aboli, c'est-à-dire la libre circulation des sportifs et la libre circulation des professionnels. Donc par rapport à ça, si le fait qu'il y ait des quotas au niveau amateur, ça, au niveau, les mutations ont un coût pour les clubs. Donc j'aimerais savoir, est-ce que le ministre des Sports a pensé à ça pour pouvoir réduire les inégalités au sein de différentes associations. Merci beaucoup. Voilà, Dimitri, je pense que c'est à vous. Vous êtes sollicité là sur cette problématique. Il y a eu 2 questions. Hein. Je réponds volontiers. Je pense que M. mon voisin aura envie de répondre. Et ça me permet peut-être aussi de répondre à une ou 2 interventions en fait. Liminaires. Premièrement, sur le niveau des engagements financiers de l'État sur le sport en 2018,
même si c'est jamais suffisant, parce qu'on est tous amoureux du sport, le sport n'a pas été une variable d'ajustement du budget de l'État. Parce que si on additionne en fait l'ensemble des contributions publiques, en additionnant notamment le fait qu'on a créé un programme dédié aux Jeux Olympiques, eh bien on a atteint le niveau le plus élevé de dépenses État central pour le sport depuis la Seconde Guerre mondiale. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, et je vais répondre précisément sur la vie des quartiers et l'état de carence dans certains quartiers, en zone rurale ou en QPV, c'est qu'il est effectivement certain que ce sont les territoires qui sont les producteurs de services sportifs, c'est sûr, mais il est capital pour que la pratique sportive se développe dans le pays, que l'État assume enfin son rôle de plaidoyer des pratiques. Et il le fait en fixant, et donc c'est une grande cause nationale, l'objectif de recruter 3 millions de pratiquants d'ici 2022. C'est l'héritage qu'on veut créer de manière collective. Et s'agissant plus précisément des quartiers, j'en ai dit quelques mots tout à l'heure, la réforme qui a été introduite là, mais dès 2018, le Centre national du développement du sport, qui consacrera l'essentiel de ses ressources pour le développement des services sportifs dans les quartiers pour lesquels il n'y a pas d'explication monocausale. Il y a plusieurs facteurs qui font qu'un quartier, et je pense que les élus locaux sont bien mieux placés que pour moi pour le dire, donc ça veut dire qu'il faut agir de manière concertée, l'État dans son rôle de résorption des inégalités, et puis dans le cadre de politiques partenariales avec déjà qu'est-ce qui se passe dans le quartier, une monographie du quartier et la mobilisation de tous les instruments. En tout cas, nous on travaille au ministère sur un projet d'offre 100% sport pour les quartiers. L'idée c'est qu'en fait, parce que l'on constate, l'investissement public et notamment de l'État central est inférieur dans les quartiers, dans les QPV, que sur le reste des territoires. Donc l'État doit être le premier acteur pour réussir cette convergence et limiter ce qu'on a pu décrire comme une forme d'assignation à résidence. Il ne doit pas y avoir d'assignation à résidence dans le sport. Voilà, j'étais trop long. Non, pas du tout. Monsieur Sorel, vous souhaitiez intervenir ? Oui, je vais dans le même sens que monsieur le directeur de cabinet de Laura Flessel, qui représente finalement le gouvernement, en disant que Montpellier possède 12 quartiers prioritaires pour la politique de la ville, dont un quartier emblématique que vous connaissez, qui est la Mosson, autour de son stade, mais il y en a 12 sur l'ensemble de la ville. Et je voudrais remercier le président de la République, parce que, alors, qu'on soit bien clair, je ne suis pas membre d'En Marche. Hein. Je ne suis pas En Marche, moi je suis socialiste exclu. Donc je suis devenu très pragmatique. Quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est pas bien, c'est pas bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Tous les élus locaux comprennent ça. Les Chinois font pareil, les Russes font pareil. Beaucoup de peuples sur la Terre font pareil. Mais moi, je fais pareil. Donc quand c'est bien, c'est bien. Et là, il y a une mesure qui a été prise par le président de la République qui est bien, c'est de doubler le financement pour l'ANRU, l'Agence nationale pour la réhabilitation urbaine, qui va nous permettre de reconfigurer les quartiers politiques de la ville. Cela a été commencé pour Montpellier à l'époque sous Myriam El Khomri, qui était à l'époque ministre de la Ville avec François Hollande. Et je remercie Myriam El Khomri, parce que c'est grâce à elle que nous avons eu un certain nombre d'avancées sur des quartiers compliqués. Et je remercie aujourd'hui le président de la République qui a multiplié par 2 les crédits, ce qui nous permettra d'augmenter la qualité des équipements sportifs sur les quartiers priorités politiques de la ville. Je vais vous donner un exemple. Sur le quartier Mosson, nous avons réalisé l'an passé 3 synthétiques terrains de foot. Et là, nous refaisons totalement le centre Neptune, centre nautique, c'est 14 millions d'euros, qui va nous permettre de créer à la fois un centre d'entraînement de haut niveau, mais aussi des bassins nécessaires pour l'enseignement de la natation aux enfants de la paillade. Donc grâce à cela, on va pouvoir intervenir très fort sur les quartiers politiques de la ville. Donc, quand c'est bien, il faut le dire. Quand c'est pas bien, je le dis aussi. Bon, et là c'est un bon point.
Merci, Bon monsieur. Merci, monsieur Sorel. Philippe Sorel qui restera d'ailleurs, je vous dis juste un petit élément de teasing, comme on dit, dans la prochaine table ronde où il sera question de liberté homme-femme dans le sport. Très intéressant d'ailleurs, et monsieur Sorel pourra nous apporter un petit peu de son expertise parce qu'il a dans sa commune des clubs de haut niveau, les femmes aussi qui sont très très bien représentées. Donc juste avant cette table ronde, je donnerai la parole à Patricia Miralles ici qui nous a rejoint, évidemment, députée de la première circonscription de l'Hérault. C'est ça, qui nous dira un peu ce qu'elle pense de toutes ces discussions transversales. Elle nous donnera son avis. Excusez-moi, mais c'est très important. Il faut que vous la présentiez aussi comme ancienne avant-centre de l'équipe de football féminin de la Paillade. Je n'avais pas cet élément. Ben oui. Écoutez, on ne m'avait pas tout dit. On me dit des choses, mais on ne m'avait pas tout dit. Il y a une question, effectivement, monsieur. J'arrive. Oui, bonjour. Richard Maillet, président du CROSS LR. Alors, ma question s'adresse aussi au directeur de cabinet de la ministre. Effectivement, on s'est soucié, le mouvement sportif, d'avoir 15% de la part territoriale qui soit destinée à l'emploi. Cette année, la part de l'emploi est devenue à 40%. Donc on s'en inquiète. Et si demain, effectivement, la part territoriale passe dans les quartiers à 50%, que restera-t-il pour le mouvement sportif? Le mouvement sportif olympique s'implique dans les quartiers. J'ai signé une charte QPV avec le préfet de l'Occitanie. On a donné des emplois, des PST, des plans sport-emploi au mouvement sportif qui s'implique dans le quartier. Je pense que les 2 emplois donnés à Karim. Moi-même, j'ai participé avec Marc Sanchez, justement, de distribuer ces emplois. Aujourd'hui, le CNDS est coprésidé par le préfet et le président du comité régional olympique et sportif. Et notre comité national olympique et sportif a ses propres orientations. Je rappelle, professionnalisation des acteurs du sport, sport santé, politique sportive, développement des politiques sportives. Et les CROSS et les GDOS sont au cœur de l'action sociale pour développer ces politiques sportives et publiques. Si demain, le mouvement sportif qui a son propre plan sport et territoire ne peut rien dire, je me demande comment va-t-il siéger dans ces commissions territoriales où, bien sûr, l'ANDES siège, le mouvement sportif, les collectivités siègent, et le mouvement sportif qui a été réduit, je le rappelle, à peau de chagrin, puisque pour l'ensemble de la région Occitanie, nous ne sommes que 6 du mouvement sportif à siéger, alors que dans l'ancienne région Occitanie, nous étions 9. Voilà, moi je pose cette question parce qu'effectivement, nous représentons 1 500 000 licenciés et nous sommes les associations sportives des opérateurs. Voilà ma question. Alors ce n'est pas effectivement... Je me situe dans la co-gestion du CNDS et dans la co-responsabilité qu'on a d'analyser les dossiers, notamment sur les équipements. On le fait, on fait notre travail. C'est du 100% bénévolat. Alors attention que cette contribution... Alors tout à l'heure, on parlait du sport en entreprise. Nous aussi, on s'invite dans l'entreprise puisque c'est un levier de performance au travail quand on a une qualité de vie et de bien-être au travail et qu'effectivement, on va chercher non seulement l'argent des collectivités publiques, mais l'argent des entreprises, notamment sur l'apprentissage, quand on fait flécher la taxe d'apprentissage via le CROSS au CFA Métiers du Sport. Je rappelle que le CROSS, ici, LR, fait flécher par 160 entreprises la taxe d'apprentissage pour le CFA Métiers du Sport. Donc, effectivement, nous sommes actifs, c'est du bénévolat, 100%. Donc, associer pleinement le mouvement sportif. Il y a de nombreux ici présidents de ligues, puisque nous sommes les représentants sur le territoire des ligues et des comités départementaux. Il y a de nombreux présidents de GDOS. Donc, je crois que le mouvement sportif olympique, il aurait dû s'inviter aussi à la tribune, mais on n'a pas jugé bon de le faire. Et je trouve ça dommage. Merci. Voilà pour cette réflexion. Qui veut prendre la parole à travers ce qui a été dit? Virgile, non? Non. Dimitri? Virgile, là, je l'ai électrocuté un peu, là. Bam! Non, pas du tout, mais je ne me sens pas légitime. Non, mais parce que j'ai vu votre regard, mon cher Virgile, qui se tournait vers moi. C'est pour ça que je suis un enfant du mouvement sportif, mais je vais laisser le soin à Dimitri de répondre à cette question épineuse. C'est du courage.
Sympa, Virgile. En deux mots encore une fois pour laisser vraiment le soin à d'autres orateurs de prendre la parole. Bon, moi, en tout cas, moi, on est ravis de dialoguer en permanence avec le mouvement sportif et on le fait au quotidien au ministère, vous le savez, au CNDS, y compris dans le cadre de la réforme qui a été présentée devant la représentation nationale lors de l'examen de la loi de finances. Donc, je veux dire que c'est vraiment un sujet qui a été porté devant la population française et qui le sera aussi dans le cadre des chantiers qui seront ouverts, en tout cas avec les commissions territoriales du CNDS. En fait, vous évoquez deux sujets. Le premier sujet, c'est l'impact de la réforme territoriale, en tout cas de l'organisation territoriale du mouvement sportif. Et puis le deuxième, c'est la politique qui était le choix de la ministre en 2018, le soutien à l'emploi. C'était une année de transition puisque la réforme des 10 emplois aidés. Et donc, on a considéré qu'en 2018, on devait accompagner cette réforme en stabilisant le nombre d'emplois aidés dans le sport et de travailler justement avec l'ensemble des acteurs dans le cadre du chantier gouvernance qui était rappelé peu avant pour trouver les bonnes solutions. Est-ce que c'est la professionnalisation? Est-ce que c'est le bénévolat? Et on ne prétend pas avoir la réponse. On préfère en tout cas sécuriser un dépassement en 2018 pour que chacun soit associé. Et dernier point, vous évoquez la question des financements auprès des fédérations. Les crédits publics pour les fédérations sportives augmentent en 2018. Donc encore une fois, dans une période de consolidation budgétaire, vous voyez bien qu'il n'y a pas de variable d'ajustement, en tout cas pour le sport. Merci beaucoup Dimitri. Ouais, les mains se lèvent. Je passe ici, après je vais vous voir monsieur. Ah, ça déclenche, hein? Allez-y monsieur. Ça marche, oui. Je voulais rebondir un peu sur ce que vous disiez, monsieur, à propos, et en quelque sorte reprendre un peu ce que j'ai dit l'autre jour dans le cadre de l'atelier auquel je participe, en présence de la ministre, justement sur la refondation de la gouvernance du sport. Et voilà, pour avoir parce que j'ai pas été que je suis pas né maire, si je puis dire, mais j'ai un long passé de pratiquant sportif, athlète, dirigeant de club longtemps, président de ligue, et croyez bien que je sais ce que c'est que le mouvement sportif et je sais ce que c'est que le bénévolat. Ce que je peux vous dire simplement avec la casquette qui est la mienne aujourd'hui, c'est que 90% du financement du sport dans ce pays, et il faut arrêter de dire qu'on dépense moins d'argent dans ce domaine-là, parce que dans le domaine du sport, comme dans tous les domaines du point de vue général, on dépense toujours de plus en plus d'argent public, quoi qu'on dise. La vraie question sur laquelle on doit s'interroger, c'est l'efficacité de cette dépense globale. Bon, c'est un aparté. Et donc, sur le financement du sport, concrètement, un club, quel qu'il soit, dans n'importe quel, pour avoir moi-même rempli X fois des dossiers de CNDS, hein, c'est une vaste fumisterie, permettez-moi de vous le dire, comme je l'ai dit l'autre jour à la ministre. Si vous voulez, en fait, on nous fait remplir des dossiers avec des axes qui, chaque année, changent en fonction de tel ou tel ministre ou tel ou tel... alors, on s'adapte à chaque fois. On remplit la feuille pour capter, dans un club qui perçoit 30 000 euros de subvention de collectivité locale, les 2 000 euros de CNDS, par exemple, en gros, c'est à peu près le rapport. Ça produit beaucoup de paperasse, beaucoup de réunions. Ça permet de justifier, j'ai aussi proposé qu'en même temps que le CNDS, je ne parle pas de supprimer les sommes, mais de le réorienter de manière... Parce que ça, c'est un vaste, aujourd'hui, pour moi, saupoudrage. Et donc... Et ça justifie en même temps la présence sur les territoires des DRJS, qui aujourd'hui, dans une gouvernance à peu près organisée, honnêtement, n'ont pas vraiment lieu d'être, puisque en région, on sait très bien qu'on pourrait s'organiser autrement qu'en ayant des services déconcentrés de l'État. Mais en tout cas, permettez-moi de vous dire simplement, avec en quelque sorte l'expérience qui est la mienne du mouvement sportif, et puis ce que je constate aujourd'hui en tant que maire d'une ville, que le CNDS, c'est epsilon par rapport à l'ensemble. Voilà. D'ailleurs, il est régulièrement pompé pour des grandes missions. Hein. Une certaine époque, il a servi à construire le Stade de France. À d'autres moments, il va servir, je pense, cette fois-ci pour les Jeux Olympiques. Enfin, on ne va pas se raconter d'histoire. Donc, on connaît tous le sujet. Donc, à un moment, il faut qu'on sorte tous de cette hypocrisie générale et qu'on s'attaque, comme le disait Virgile Caillé tout à l'heure, au sujet de refonder un peu notre organisation sportive en France, mais sur des bases de vérité, hein, pas sur des survivances du passé. Bon, voilà. Apparemment, Monsieur Bruno, le message est passé. Dimitri me répond, mais je ne sais pas si on va lui donner la parole. Une minute, parce que ça mérite... Là par contre... Une minute, ça mérite un droit de réponse de mon point de vue. Je pense qu'en tout cas, le diagnostic que vous forgez, il ne m'appartient pas de le remettre en question. Je dirais simplement qu'en fait, le diagnostic que vous forgez a validé la réforme qui est conduite aujourd'hui.
donc plus de saupoudrage, des crédits d'orientation, d'impulsion, notamment sur les équipements sportifs. Enfin, je crois qu'on constate tous au quotidien à quel point les collectivités territoriales peuvent être dépendantes aujourd'hui de programmistes, de certains stéréotypes en termes de construction d'équipements, et avaient besoin d'un lieu, d'un creuset pour partager, mutualiser l'expérience. Ce sera le rôle du CNDS. Vous évoquez le dévoiement des financements du CNDS au profit des Jeux Olympiques. C'est l'inverse qui se produit, puisqu'on crée un programme budgétaire dédié, donc pour bien différencier le financement du sport pour tous et le financement des Jeux. Vous parlez du Stade de France, monsieur Bruno. Alors, le Stade de France, il n'a jamais été financé par le Centre national du développement du sport. Bon, vous voyez que... Bon. À l'époque, vous étiez trop jeune, ça s'appelait le FNDS. Mais c'était quel président? Alors, une autre question, s'il vous plaît. On enchaîne. Allons-y. C'est toujours dans la deuxième moitié que c'est... Bonjour. Alors, afin de recentrer le débat, je vais vous donner un petit peu mon analyse de jeunes clubs de football de quartier. Alors, je m'appelle Nordine Maktoubi. J'ai créé avec des amis d'enfance un club de football, le FC Pas du Loup, sur le quartier Paul Valéry, qui est un quartier QPV. Alors, je ne suis pas dans la critique, bien au contraire, mais dans la construction. Ça fait 4 ans qu'on s'est créé. On a aujourd'hui à peu près 150 licenciés, donc c'est qu'il y avait une réelle nécessité sur ce secteur. Néanmoins, on a été confronté à quelques difficultés qui sont liées au manque d'informations. Il y a beaucoup d'aides, beaucoup de dossiers, de subventions à droite et à gauche, mais quand on est un jeune club et qu'on se lance, moi je ne savais pas ce que c'était un rapport d'activité, je ne savais pas ce que c'était un compte d'exercice, etc. Et ma seule envie, c'était qu'il y ait plus d'enfants au stade que dans la rue. Et moi, contrairement à, j'imagine, la majorité ici, le sport en lui-même, je me suis rendu vite compte que j'avais un problème, c'est que j'étais nul. Donc je me suis basé sur le social et sur le facteur social que peut amener le sport, surtout dans les quartiers prioritaires. Donc on a les infrastructures qu'il faut, on a les moyens mis à disposition, les interlocuteurs également. Néanmoins, exemple, le CNDS, moi j'ai appris l'année dernière que ça existait. Et pourtant j'ai cherché sur Internet, j'ai cherché à ce à quoi j'avais droit. Alors ça, c'était pour les élites, ça, c'était pour les milieux ruraux. Donc on n'a pas un interlocuteur qui peut clairement nous aiguiller. On a perdu beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à la recherche de partenaires, de financement, quitte à se retourner parfois vers des partenaires privés. Ça a été un gros souci. J'en profite pour relever un élément, c'est le GIP. Alors moi, je l'ai appris cette année, le GIP. Je cherche vraiment. Hein. Et lorsque j'ai voulu formuler une demande, on m'a dit que ben non, pas cette année, que cette année on renouvelait seulement et qu'on ne faisait pas d'instruction de dossier. Alors, les papiers, c'est bien, les dossiers de subvention, c'est bien, avoir du contenu, c'est important, de façon à se rendre compte du travail qui est fait sur place. Mais je pense que ce qui est primordial, c'est d'aider les gens qui font le boulot sur le terrain et de se rendre compte. Alors j'ai la chance aujourd'hui de recevoir certains élus qui viennent directement sur le quartier et ça me fait plaisir parce qu'ils peuvent se rendre compte concrètement du boulot qui est fait plutôt que de donner un gros dossier bien fourni et peu de boulot derrière. Nous, on fait le contraire. On travaille beaucoup, mais c'est vrai qu'on a encore du mal à formaliser les choses et on aurait bien voulu avoir un interlocuteur, quelqu'un qui recense tout ça de façon à nous aiguiller. Parce que quand on est nouveau, c'est compliqué. Voilà, bon. Des mains se sont levées. Est-ce que monsieur saurait répondre rapidement peut-être parce qu'il y a apparemment il va y avoir des rebonds sur cette affaire-là. Il y a beaucoup d'enthousiasme à mettre les choses en place, mais apparemment il y a quelques éléments de blocage sur... Non, ça va être facile. Je viendrai en personne régler le problème. Comment? Je viendrai en personne régler le problème. Le maire va se déplacer. Hein. Et je sais que vous saurez le recevoir comme il se doit. Attendez, juste... Et après, parce qu'il nous reste peu de temps, allez-y. Juste vous présenter. Bonjour, donc je m'appelle Priscilla Verdier, je représente l'association Profession Sport. Donc je réponds à monsieur, hein, peut-être la solution. Il y a un magnifique projet qui s'appelle Cartasso. Donc c'est un programme de formation spécifique au quartier politique de la ville.
Donc vous avez différentes thématiques et on vous accompagne à la saisie, aux formations, aux projets associatifs, aux dossiers de subvention. Et après, vous avez des programmes de formation mis en place par le CDOS. On a distribué le calendrier, donc tu pourras venir en chercher un. Dessus, tu seras accompagné et c'est gratuit, c'est financé par le CNDS. Voilà. Très bien, comme quoi on trouve des solutions, au moins tous ces éléments de blocage. Et ça juste parce que apparemment il fait beaucoup de recherches sur Internet. Ça marche sur Internet? Ça marche sur Internet. Donc on peut y aller. Les inscriptions, après, il faut y aller. Donc voilà, première relation qui a été créée entre vous. Peut-être que ça va matcher au niveau, je parle au niveau du blocage administratif. Madame, après on y va. Oui, bonjour. Donc très rapidement. Donc déjà, pour répondre à monsieur, je confirme qu'effectivement, les CRIB, les CDOS, Profession Sport et Loisirs vous accompagnent sur vos demandes de formation. Donc moi, je travaille régulièrement avec eux, puisque je travaille pour une grosse entreprise, une assurance. Donc pas une mutuelle, hein, une assurance mutuelle, mais pas une mutuelle santé. D'ailleurs, j'ai rencontré Laura Flessel sur les JO à Rio, puisqu'on était partenaire de Paris 2024. Et puis qu'on est déjà très impliqués, malgré le fait qu'on ne soit pas une mutuelle santé, on est une mutuelle qui gère aussi des accidents, donc notamment sur le sport sur ordonnance. Donc moi j'ai entendu beaucoup de choses qui concernent l'offre de sport sur le terrain. Je suis très consciente des difficultés des bénévoles que je rencontre très souvent dans mon métier, y compris avec nos partenaires. C'est pas vraiment une question, je voudrais juste vous alerter sur le fait qu'on n'a pas parlé de la demande, c'est-à-dire les familles. Une famille où il y a 2, 3, 4 enfants, le sport à la rentrée, ça coûte cher. Ça a un coût assez énorme. Est-ce qu'on prévoit aussi dans tous ces plans, l'aide à la licence, le prix des licences, c'est extrêmement cher. Je parle de moi, j'ai 3 enfants. Je me dis que pour une personne qui gagnerait le SMIC, ça doit être difficile. Donc il faut penser, si demain on veut avoir plus de participants, à cette problématique de coût pour les familles. Voilà. Voilà, donc effectivement, il y a une problématique de coût. Patricia Miralles, non, vous allez donner la conclusion à ce débat avant d'enchaîner une petite pause. On enchaînera sur l'égalité homme-femme. Vous avez une question? Ça se donne sans le micro ou pas? Allez-y. Alors les bénévoles. Alors le micro pour les bénévoles. Bonjour, je suis Linda Youfa, je viens de la Guyane. Donc je suis parent bénévole et je souhaitais avoir une réponse par rapport aux sportifs isolés. Nous sommes dans une région où beaucoup de sportifs n'ont pas de ligue. Donc comme il n'y a pas de ligue, on n'a pas le droit de subvention. La région ne peut pas nous aider non plus. Et lorsqu'on a des soutiens financiers, ils sont minimes et toujours exceptionnels. Et il faut remplir des dossiers énormes. Et donc je souhaitais savoir comment faire quand un sportif isolé veut devenir un sportif de haut niveau et que les fédérations ne viennent même pas dans nos régions parce que c'est trop loin et qu'il y a beaucoup de moustiques. Voilà, la Guyane, il faut quand même faire quelque chose. Hein. Je peux répondre Je peux répondre sur la Guyane. Ah, vous êtes compétent sur la Guyane? Vous allez voir. Est-ce que allez-y vous êtes sur la Guyane, Monsieur Sorel. Est-ce que vous êtes dans l'agglomération de Cayenne? Ah. Vous irez voir mon ami Farah Khan, qui est adjointe du maire de Cayenne. Vous voyez, à Montpellier, on a la solution pour la Guyane. Formidable. Madame Miralles, c'est à vous. Alors, je vous propose de donner le mot de conclusion. C'est un exercice sympa. Si vous voulez. Je peux répondre quand même à 2-3... Allez-y, allez-y. Votre mot de conclusion avant de faire une petite pause et d'enchaîner sur la deuxième table ronde. Allez-y. Bonjour, je voudrais juste répondre à la dernière prise de parole. Alors, c'est vrai que le sport, ça coûte cher. Mais vous savez, il existe quelque chose en France, c'est ce que donne la CAF, qui s'appelle la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, c'est 360 €, je crois, par enfant. Et ça permet aussi, je vous le dis, parce que je vais être un peu cash, mais je vous le dis, ça ne sert pas à acheter une télévision, ça sert pour la rentrée scolaire. Donc il y a des enfants, il y a des familles qui s'en sortent très bien. Moi, je suis un pur produit de quartier populaire. Je suis née dans un quartier à Montpellier, au Le-Maçon. Je n'avais rien. J'ai appris à jouer au foot au Le-Maçon.
Puis j'ai été sélectionnée effectivement à la Paillade. Et il y a aussi il y a l'éducation, il y a l'envie des parents. Moi, j'avais un papa qui était sportif, qui est toujours sportif, et qui nous a amenés à faire une activité. Quand un enfant fait une activité, effectivement, le soir, on dort mieux et on va bien. Donc, si je peux donner un exemple, et c'est ce que je dis souvent dans les quartiers populaires où je vais, c'est que c'est pas parce qu'on est issu d'un quartier populaire qu'on ne peut pas réussir. Voilà, ça, c'est ma première réflexion. La deuxième chose, c'est que je voudrais remercier Philippe Sorel parce qu'il a toujours une attention pour le sport féminin. Le sport masculin, ça fonctionne assez bien. Mais le sport féminin, c'est compliqué. Il faut laisser les enfants, les filles partir, parfois en déplacement, donc c'est compliqué. Et je voudrais le remercier parce qu'il a toujours su mettre le point sur le i quand il le fallait. On a mené ensemble le dossier sur la Coupe du Monde féminine et il nous a fait confiance et pour ça je le remercie. Je vois ici plein de présidentes d'associations bénévoles qui se démènent au quotidien avec ces filles. C'est pas facile et je vous remercie pour tout ça. Ensuite, on parle souvent des subventions et de ce que peuvent donner les collectivités. C'est vrai que le sport, c'est un acteur social, mais pas que. C'est aussi un vecteur économique. Quand on organise, alors je prends encore l'exemple de Montpellier, mais quand on organise des grandes rencontres comme la Coupe du Monde, eh bien effectivement, on se retrouve avec les hôtels qui sont complets, les restaurants qui sont complets. C'est aussi pouvoir retrouver un peu, quand on est dans des régions compliquées, où on n'a pas de grosses entreprises ou de grosses industries, de pouvoir redonner aussi du pouvoir à nos commerçants et à tous ceux qui font que Montpellier ou que leur ville est de plus en plus avec de bonnes ressources. Ensuite, vous n'avez pas parlé ce que j'appellerais les nouveaux sports, comme le e-sport ou les sports extrêmes. À Montpellier, parce que je le vois dans l'Assemblée, nous avons le FIS. Le FIS, à Montpellier, c'est 600 000 personnes en 4 jours. On n'a jamais eu 600 000 jeunes. On n'a jamais eu de soucis à Montpellier avec le FIS. Donc je crois aussi qu'il ne faut pas délaisser... Vous rappelez juste le FIS pour Festival international des sports extrêmes, voilà, pour que tout le monde soit sur le sujet. Le roller, d'accord, toutes les pratiques, le skate, la trottinette. La trottinette électrique aussi? Non. Et le BMX. D'accord. Donc le vélo et le wakeboard. D'accord. Et le... Non, il n'y a pas que le wakeboard. Le dirt aussi, mais... Le dirt? À Villeneuve. Le kitesurf. Et le kitesurf. Très bien. Très bien. Voilà, donc simplement dire qu'il ne faut pas oublier ces sports extrêmes. Il ne faut pas oublier aussi, il y a des sportifs qui sont e-sportifs. Aujourd'hui, c'est quand même aussi un vecteur de croissance très économique. Important. Voilà. Très important. Et puis pour terminer, j'ai postulé pour être vice-présidente du groupe économie du sport à l'Assemblée. Voilà. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'être intervenus, madame et messieurs, pour cette première assemblée donc d'ouverture à cette deuxième édition du Sport Call. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous propose de nous retrouver dans une petite demi-heure autour de Philippe Sorel pour une table ronde consacrée à l'égalité, hommes-femmes dans le sport. À tout à l'heure.